Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre matinale, notre dernière matinale de la semaine avec une invitée. J'ai cru que tu allais dire exceptionnel. Exceptionnelle. Mais oui, La non, Nintendo Switch. Non, ben non, c'est on bon. va essayer de faire cette matinale. On parle de jeux de société. Bon. Avec Rachel de Néoludis. Bonjour Rachel, comment ça va? Bonjour Martin et bonjour le chat et oui, sache que ça me fait plaisir d'être de ce côté-là de l'écran. Ah bah à oui, côté moi de aussi. toi pour de vrai. Moi aussi, ça me fait plaisir. On a l'occasion de faire de temps en temps des petites présentations de jeux de société. Effectivement, je me suis fait un petit cadeau, Nuit des Fanettes. On a acheté en famille la Switch 2. Mais on va quand même parler de jeux de société avant. Je m'achète souvent les nouvelles consoles qui viennent d'arriver et je vais vous faire une confidence, j'y joue pas. C'est mes enfants qui jouent avec, mais en fait, j'ai l'impression de faire un cadeau, tu sais, à l'enfant que j'étais, quand j'avais pas de console et que tous les copains avaient une console. Donc, le premier ce jour. qu'ils appellent un kidulte. Moi, je dis que tu as joué hier. On pourrait même Avec dire toi. qu'on y a joué on ensemble. a essayé ensemble. Et que j'ai été beaucoup plus forte que toi à Mario Kart. Est-ce que tu vas partir sous la douche à un moment dans cette matinale? Non, je me suis déjà douché. Ah mince, puisque c'est la tradition. À chaque fois, on voit, quand on fait une matinale, Rachel qui sur le chat nous indique « Pardon, c'est l'heure de la douche !» Et nous tous, qui assistons, qui organisons, qui animons les matinales, on s'imagine évidemment. Rachel. Voilà. C'est pas ce dont on va vous parler aujourd'hui. Ce dont on va vous parler, le menu il n'est pas à jour tellement sur cet écran, j'ai l'impression qu'il est déjà sur la fin, on va le remettre sur le début. On va vous parler plutôt de jeux Néoludis, puisque tu es venu avec plein de jeux que vous allez pouvoir poser sur votre table, mais pas tout de suite. Quand ils sortiront, on va vous faire saliver. Sans doute que vous qui regardez cette émission, vous allez en noter sur votre tablette mentale. Vous pouvez le faire réellement, vous pouvez avoir une vraie tablette devant vous et puis noter les jeux que vous comptez acheter plus tard et vous allez nous dire pendant cette matinale « Oh, celui-là, je le veux trop !» N'hésitez pas à nous commenter. Alors ceux qui sont ici présents en live, n'hésitez pas à nous dire combien vous allez en acheter. Non, c'est pas nous ça. Non, mais par contre, je suis preneuse des questions. Si les gens ont des questions, si mes explications sont pas claires... Non, puis si vous êtes attiré par ces jeux, tout simplement parce que c'est un échange. Nous, on a cette chance incroyable de recevoir les acteurs du monde du jeu, de vous les présenter, sans forcément toujours, parce que dans nos vidéos, quand on reçoit des personnes au chalet, naturellement, on est sympathique, on discute avec eux et on n'est pas trop dans un format critique, généralement. Alors, en précisant que cette matinale, elle n'est pas sponsorisée, donc on est tout à fait libre de dire exactement ce que l'on veut, mais malgré tout, c'est une question de vivre ensemble. Et puis souvent, on n'y a pas joué à ces jeux-là. Par contre, vous êtes libre de nous dire vos envies, et ça, c'est vraiment une information qui est précieuse pour nous. Et c'est valable aussi pour ceux qui regardent en replay, qui regardent la liste des jeux et qui commencent à cocher dans leur tête ceux qui les intéressent le plus. J'ai envie de commencer, on va commencer directement, je pense, Rachel. Oui, moi je voulais juste dire que c'est l'actualité, quasiment toute notre actualité jusqu'à peu près le mois de septembre. Le mois de septembre, ok. Après, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un menu. De jeu. J'ai fait un menu que tu ne peux pas lire d'ici, mais qui est très très bien fichu, puisque on va vous parler d'abord des jeux d'avant le 14 juillet. Wow. J'ai noté ça. Et les jeux d'après le 16 juillet, j'ai laissé un doute. Tu vois, je vous ai laissé le 15 juillet au cas où, si jamais il y a un truc qui arrive. On l'a pas prévu, on l'a pas annoncé. Alors, je ne sais pas quel jour c'est le 15 juillet, je n'ai pas vérifié avant. Mais comme ça, vous pourrez caser des choses dans cette journée mystérieuse du 15 juillet dont on ne va pas parler ce matin. Le feu d'artifice. En matinale. Le 15 ? Vous faites des feux d'artifice le 15 à Toulouse ? Moi, je serai à Parthenay le 15. Ah, bah oui. Et là, il y aura du feu d'artifice tous les jours, parce que Parthenay, c'est un festival plein de feux d'artifice. Alors, on va directement commencer par le premier jeu. J'avais oublié de faire mon menu, c'est pour ça que je... Tu arrives à lire de là-bas, toi ? Oui. Waouh. Je suis jeune, moi. J'ai pas comme toi, 57 ans. J'ai 29 ans, Martin. Pardon, je suis désolé. On va commencer par le jeu Expression. Vous en avez peut-être entendu parler. Expression, c'est un petit jeu de cartes dans une toute petite gamme, il n'y a que 50 cartes à l'intérieur, qui est un jeu coopératif de déduction, mais pas de déduction à 100%, parce que de temps en temps, il va falloir tenter de deviner des choses chez vos partenaires de jeu avec, j'allais dire, une notion de feeling, de code qu'il essaye de nous faire passer un peu à la Nabi. Donc l'idée, c'est qu'on a des cartes en main et qu'on essaye de mettre des cartes du côté harmonie plus que du côté zizanie, et pour ça, soit à son tour, on essaye de deviner des cartes dans la main d'un joueur, soit
on joue des cartes pour transmettre des indices sur les cartes qu'on a en main. Ouais, Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ce jeu-là, on l'a découvert. Donc l'année dernière, tu nous as fait jouer, je pense que c'était À à Valmeinier. Valmeinier pendant ce fameux événement du sommet des jeux dans lequel on découvre des tonnes de jeux. Ça nous sert pendant tout le reste de l'année. Et ce jeu Expression, on a eu la chance de pouvoir le découvrir. Attends, je vais montrer la couverture un peu en avant-première. Petit jeu d'échange, d'informations masquées entre les joueurs, enfin des informations limitées. Plus Communication exactement. limitée, Oui, c'est ça. trouver ses codes. Toute petite boîte que les éditeurs se sont un peu disputés pour savoir qui allait pouvoir le diffuser. Donc ça sera chez vous, chez Néoludis. On a attendu pas mal de temps finalement. Il arrive seulement maintenant. Alors c'est pour ce mois de juin. C'est pour ce mois de juin, il a pris une petite semaine de retard. De mémoire, c'est une sortie le 20 juin. Je vous mets toutes les informations sur le site internet. Vous aurez la possibilité de retrouver la liste des jeux dont on vous parle dans cette matinale en vous connectant sur notre site. Ça vous permettra de renoter derrière les jeux que vous attendez le plus sans avoir besoin de prendre des notes et sont déjà en ligne. Alors, l'article n'est pas encore en ligne au moment où vous regardez cette émission, on le met en public juste après, mais en fait vous pouvez le trouver avec la date normalement, je pense. Si vous tapez dans l'outil de recherche, vous pouvez le trouver. Et hop, en vidéo, regardez ce Expression, il est là. Je vais zoomer un peu peut-être. Hop. Ah ben, du coup, je vais en profiter pour sortir toutes les cartes, Ouais. parce qu'il y a au centre une petite carte qui indique, voilà ici, il y a une pioche, et donc qui distingue deux zones, qui vous dit, vous voulez mettre des cartes de ce côté-là, en harmonie, plus qu'en zizanie, donc plus de 25 cartes, donc 26 cartes au moins, dans cette zone-là. Et comment vous allez transmettre des indices sur ce que vous avez dans votre main, c'est vous sortez une carte de votre main, et en fonction de l'orientation que vous donnez à la carte par rapport au centre de la table, vous allez pouvoir dire, si je joue mon 4 rouge dans ce sens-là, je dis que la carte 4 rouge était la carte de plus haute valeur dans cette couleur. De plus haute valeur, parce qu'on regarde le haut, c'est ça, hein? Oui, tu regardes Ouais. le haut. C'est un jeu dans lequel on ne peut pas se passer d'informations à l'oral, donc en Oui. fait c'est un peu silencieux autour de la table, malgré les quelques forcément. Oh non, mais J'ai compris, j'ai ce voilà, que tu as. ce genre de choses qu'on aime bien dans les jeux de société. Et les informations, toutes les informations qu'on donne sont sur les cartes directement, donc vous allez pouvoir poser une carte à votre tour de jeu, et c'est ça qui va faire qu'on va déduire des choses. Et forcément, vous savez ce qui se passe hein, autour de la table. Quand on commence à jouer comme ça, il y a des codes Oui. qui se mettent en place, et c'est le plaisir de les créer avec notamment un nouveau. Moi j'aime bien avec un nouveau public, tu sais. Je Ce suis genre de plus jeu. dans ces jeux, dans la découverte, le faire Ouais, partager. moi j'aime bien ça. Ça dépend des joueurs. On n'est pas tous pareils là-dessus. Il y en a certains qui préfèrent justement avoir l'optimum, c'est-à-dire c'est mon public habitué, on les a les codes. Maintenant, on va faire le meilleur score possible. Là, moi, j'avoue que ça devient très compétitif pour moi finalement. Compétitif, pas dans le sens où on s'affronte, mais dans le sens où on essaie de faire le meilleur score possible. Moi, je joue pas les jeux comme ça. T'as vu, Quoique T'as vu, je j'ai dis mis ça. exactement le petit bonhomme là en t-shirt. Oh. Eh. Moi aussi? Ah non. Et donc, après, les autres types d'indices, c'est à l'envers, c'est le 4 rouge était ma carte de plus faible valeur dans cette couleur. Si je joue celle-ci comme ça, je dis je n'ai plus de rouge en main. Ceci était donc ma dernière rouge. Et si je joue comme ça, j'ai d'autres 4 dans ma main. Moi, j'aime bien le jouer 100% déduction, mais ça reste toujours difficile. Et les informations, les indices aux autres des cartes autour de la table vous disent aussi il n'y a plus le 4 rouge en jeu. Donc il se passe des choses. Il y a des gens qui jouent beaucoup sur les codes. Moi, je le joue plus sur la déduction. Et j'ai vu, nous sommes donc bien vendredi, si je ne dis pas de bêtises, en début de semaine, que l'éditeur original a sorti des missions. Oui. Certaines personnes trouvaient que c'est ce qui manquait à ce jeu. Moi, pas spécialement. Il n'y a pas de mission dans Nabi, il n'y a pas de carnet de campagne. Ouais, par rapport à The Crew, tu vois, ce genre de. Oui, mais c'est vrai que c'est plus dans l'air du temps et il a sorti un carnet de mission. Il y avait déjà 2 niveaux de difficulté. Voilà, donc de nouvelles expressions qui rentrent dans son dictionnaire. Ce jeu d'Isaac Meyer, Illustré par Isaac Meyer. illustré par Isaac Meyer également. Oui. C'est des petites illustrations assez simples. Oui, c'est autour des émotions. Chaque couleur représente une émotion. Et celui-ci, il est plutôt attendu. Hein. On en a déjà beaucoup parlé. Forcément, ceux qui ont l'occasion d'y jouer et d'anticiper les sorties, pardon, en ont parlé. Il arrive, ça y est, le 20 juin. Vous allez pouvoir le rajouter à vos tablettes. Bonjour Goldusk qui nous et dit bonne bonjour à douche, tous. Et Steve. merci à ceux qui nous laissent des dons sur Tipeee. J'ai vu un don sur Tipeee ce matin. Merci beaucoup à Rachel. Qu'est-ce que tu fais, Rachel? Tu viens dans l'émission et pendant l'émission, tu envoies des dons sur Tipeee. C'est fou ça. Ça nous aide évidemment à faire les contenus. Il y a des mouches hein, ce matin, je suis désolé. On a racheté une. Ah, c'est ma faute. Non, on est à la campagne et à la campagne, il y a des mouches, ça, on n'y peut rien.
Et on a racheté un rideau anti-mouche, mais on l'a pas encore reçu. Il faut qu'on le mette parce que ça laisse les mouches rentrer en émission. C'est Hier, assez elle a essayé de pénible. me faire perdre à Mario Kart. Elle se mettait sur moi. De là où je suis, je ne vois pas bien les symboles sur les cartes. Oui, pas forcément. Il faudra avoir le Ouais, jeu. C'est voilà. des petites cartes, hein, donc là on pourra plus jouer, mais bon, c'est pas essentiel. La bataille de Versailles, le 20 juin. Pareil, on vous met les informations sur le site. Attention. Et ce exercice. jeu-là, je crois que je l'ai vu jouer chez Pénélope, hein, c'est ça? Ah, il Il a jouait joué hier, là, oui. justement hier, donc vous avez déjà l'occasion de voir une partie en ligne, de voir les émotions et le verdict. J'ai pas été voir le verdict. T'as été voir le verdict de Pénélope? Non, il faut, parce que j'aime bien savoir ce qu'on dit sur nos jeux. Parce qu'elle, justement, elle donne son avis après les parties, c'est tout l'intérêt de sa chaîne également. C'est un jeu publié par Nuts Publishing, un éditeur qu'on aime bien, qui fait des jeux sérieux en général. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas sérieusement, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est sur des thèmes qui sont inattendus, un peu historiques, qui ne ressemblent pas aux autres éditeurs, parce que forcément, il y a aussi un background un peu wargame, hein, malgré tout. C'est Pénélope qui a dit ça hier sur le live des actualités avec toi, qui a donné la meilleure description. En fait, c'est un wargame très très bien déguisé. Ouais. Après, un wargame très léger, parce que souvent les règles sont un petit peu complexes, et ça, c'est vraiment un wargame très léger, c'est la battle de la mode. Donc, et moi... Ouais, parce que là, il n'y a pas trop d'avions, il n'y a pas de sous-marins ni rien. Hein. C'est la bataille, elle est bien marquée, donc ça fait wargame, bataille, mais Versailles, derrière, vous voyez que c'est pas un thème... Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave. C'est donc la bataille de Versailles, c'est le vrai nom de cet événement. C'est une battle qui a eu lieu en 1973 entre la mode française qui était très classique, qui s'appelait la haute couture, Christian Dior, Yves Saint Laurent, etc., contre la mode américaine qui émergeait, mais qui était plus... qui voulait toucher un peu le grand public, plus mainstream, et comment on appelle ça, le restaurateur les personnes qui gèrent les collections, etc., du château de Versailles, avaient besoin d'argent pour rénover le château de Versailles, qui prenait la flotte, etc. C'était terrible, qui a organisé cet événement mondain, finalement, et qui a réussi à tirer 280 000 $, de cet événement, et donc voilà. C'est le début de la rénovation du château. On reconnaît certaines personnes, Yves Saint Laurent, mais par contre, là c'est qui? Alors j'avais étudié, mais là, il est pas, connu moi. aussi. Hein. Voilà, Charles Aznavour, évidemment. Non. Ah, si. Il y a Rohan dedans, j'ai oublié les noms. C'est Patrick Sébastien. Révisé. J'adore, c'est génial. Non, c'est Givenchy. Ah. C'est Givenchy, le monsieur. Et sur ce monsieur-là, il y a une série, Alston. Ouais. Bon, ben voilà. Alors le thème, déjà, moi, il me fait envie, parce que forcément, on joue pas le même jeu que d'habitude. Et je suis très très curieux, moi, des jeux un peu historiques, notamment quand je connais pas du tout. Ça m'arrange plutôt de me plonger dans ces univers-là et d'en apprendre davantage pendant une partie. Ça nous pousse parfois à nous documenter, à regarder davantage, à suivre. Et puis, il y a beaucoup de contenu hein, sur ce thème-là. Oui, regarde le livret de règles, tu verras qu'il n'y a pas tant de règles. En fait, l'idée de ce jeu-là, elle est toute bête et elle est très drôle. Il y a une rivière de tuiles ici comme ça au centre de la table. On a la liste des personnes. Oui, pardon. Non, t'inquiète pas. Ouais. Il y a une rivière de tuiles au centre de la table, alors qui est organisée dans un certain ordre. Il y a un petit token avec une mannequin. Trouve-moi la mannequin. Aline la boîte. Un petit token avec elle va venir, pardon. Bien entendu, elle va croire que je l'appelle vraiment. Hop. Et un tour de jeu se résume tout bêtement à on avance la mannequin sur la prochaine tuile et on va pouvoir réaliser les actions qui sont sur la tuile qui nous font face. Ici, c'est celle pour piocher. Ça dit que je peux piocher 6 tuiles et je dois en défausser une. Mon adversaire, il peut piocher seulement 4 tuiles. Mais ces tuiles-là, elles sont améliorables au fur et à mesure de la partie. Donc là, ça dit que je ne pioche plus que 5 tuiles. Ici, je pioche 5 tuiles et j'en défausse une. Et donc, il y a des effets de cartes et de tuiles qui permettent d'améliorer ces tuiles et ça rend ces actions-là, parce que quand j'améliore la mienne, je diminue celle de l'adversaire. Donc il y a un côté tir à la corde sur les actions, et ensuite on joue avec un deck de cartes asymétriques, et sur certaines tuiles, celle-ci par exemple, on va pouvoir jouer des cartes de notre main, soit pour les événements, puisqu'on est un peu sur du card driven, soit on va pouvoir jouer des robes. Oh. Je te montre ça, mais c'est pas une. Et tu sais, j'aime bien ce genre de thème, que d'un seul coup, il y a ce côté habillage. Parce qu'il y en avait quelques-uns, il y avait Rococo, oui, qui avait été réédité comme Rococo, qui avait un autre nom avant, que j'ai oublié, mais c'est Rococo qui me revient. Moi, j'ai que Rococo qui me vient. Qui était sur un thème comme ça, un peu de mode, et c'est tellement agréable de changer. Et voilà, et donc le but du jeu, il y en a 3 qui sont différents. Il y a un plateau, une piste de prestige où on essaye d'être le premier à atteindre le bout.
il y a une piste où on peut jouer des célébrités. Il faut en jouer chacun de son côté. Au bout d'un moment, on se rencontre au centre. Et si j'en joue une, je te recouvre et il va falloir que j'essaye d'occuper complètement l'espace. Et ensuite, il y a une condition de victoire directe qui est différente pour chaque clan. Les Français, ils essayent d'accumuler des tuiles de rénovation du château de Versailles avec des petits drapeaux français. Et c'est celle des Américains que je préfère. Donne-moi le deck de cartes bleues. Ils doivent accumuler sur une seule tuile, parce que quand on joue une carte, on choisit on la joue sur la tuile qui vous a permis de la jouer. Hop, ils ont des robes et il va falloir qu'ils accumulent sur un même lieu tous les symboles des différentes textures de robes. Sauf que quand je pose une première robe, il te semble que j'ai 2 symboles de texture, mais quand j'en joue une autre, hop, je dois venir écraser le précédent. Ah oui. Et donc, comme ça, on se retrouve à à essayer de poser toutes nos robes sur un même lieu. C'est vraiment assez étrange, du tir à la corde à plein d'endroits, sur la piste de prestige, sur ces tuiles action, sur les célébrités. En fait, quelque part, c'est un peu comme Zénith, différents tirs à la corde, mais dans un univers un peu, on va dire, perché. Bah, inhabituel surtout, et tant mieux parce que là j'ai très envie d'y jouer, franchement, tu vois, et c'est le thème, hein, parce que l'explication, moi j'ai toujours un peu du mal à me projeter, je vois le thème, je vois le type de mécanique, je me dis oui, ça c'est pour moi, il n'y a pas de problème, mais par contre derrière, il faut que je joue, il faut que je commence à réfléchir, il faut que je sois avec les cartes en main en train de me dire, bon, je pose celle-ci ou celle-là, je sais pas, oh je sais pas, c'est génial. Et ce côté que forcément quand on commence à avoir des dilemmes, c'est que c'est bien. Quand on commence à faire des choix où on se dit c'est le mauvais choix, je suis sûr mais je vais le faire quand même, c'est que c'est bien. C'est ça qu'on veut avoir dans un jeu de société, que je veux avoir dans un jeu de société, c'est la bataille de Versailles. C'est prévu donc pour le 20 juin, c'est ça que j'ai vu, 20 juin, ça sera la date de sortie du jeu, avec Johnny Hallyday, là je vois là sur cet écran, ici, là, hop, c'est clairement Johnny Hallyday. Non, c'est pas Johnny Hallyday. Vous pouvez jouer en peu. Dans les personnalités, il y a par exemple Jane Birkin, il y a des choses comme ça. C'est rigolo. Et toutes les illustrations correspondent à des photos réelles. Je m'étais amusé, ça m'amusait de les chercher en ligne. On peut les retrouver effectivement. Oui, parce que forcément les illustrateurs se sont aussi inspirés de ce qu'ils ont trouvé. Ouais, exactement. On continue. Le jeu suivant, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, c'est All Star Draft. Le 20 juin, on a fait une vidéo sur celle-ci, il faut qu'on a... Ah si, on a fait une vidéo dans le Star Draft, c'était un chouette moment. Et donc on va juste vous montrer les images en ligne. Donc tu l'as joué, c'est chouette. J'y ai joué, exactement. Je suis sûr que tu as beaucoup aimé. Je suis en train de la boucler là, cette vidéo-là. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors il faut que j'y rejoue parce que j'ai fait la partie découverte, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé le côté... équipe, affrontement qu'on va avoir. Sportif aussi, c'est rigolo d'avoir un côté un peu sportif, parce que là on est sur un jeu qui vous évoque le hockey sur glace. Et les compétitions américaines du type All-Star, donc avec le jeu d'élimination à la fin. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin d'aimer le sport pour y aller. Le mot principal dans le titre, ça reste un jeu de draft quand même. Il y a un petit côté Challengers dans la mesure où on va s'affronter il y en a plusieurs des jeux comme ça, mais c'est Challengers qui a été beaucoup mis en avant lors de sa sortie. Mais par contre, ça va être l'aspect draft rajoute. C'est pas un jeu de bataille comme dans Challengers. Non. C'est un jeu qui est vraiment différent dans la structure et qui, pour les gens qui sont un peu compétiteurs dans l'âme, vous allez trouver votre bonheur. Je te laisse en parler. Non, mais la meilleure comparaison que j'en ferai, si vous avez les jeux du type Gang of Four dans l'idée, où on essaye de créer la meilleure combinaison, là il faut vous imaginer que vous allez jouer des manches successives, où vous allez vous drafter des cartes, et les combinaisons que vous pouvez faire sont liées soit aux chiffres, à la famille, aux couleurs de cartes, et il y en a beaucoup, ou aux symboles qui sont présents dessus, qui sont des symboles d'équipement de hockey. Vous faites vos combinaisons dans l'idée de gagner les points de l'arène en fonction de votre classement, mais vous gardez des cartes pour le All-Star final, où c'est des enchaînements de manches et la plus basse combinaison est éliminée. Et c'est ça qui crée la sensation de compétition, mais ça reste un jeu de draft avant tout, où on essaye de faire des combinaisons
avec les cartes dans sa main. Il y a Jocelyn de Paladis Game dans le chat. J'ai peur de pas faire assez bien, dire des bêtises et de me faire gronder. En fait, sur ce genre de jeu, c'est l'envie qu'il faut partager parce qu'effectivement, décrire en elle-même la mécanique, c'est pas si évident que ça. Il faut réussir à se rendre compte de comment c'est exactement. Mais par contre, l'ambiance qu'il y a autour de la table, c'est de ça dont il faut parler. Tu sais, ce côté, je suis en train de composer mon équipe. Voilà, ce match-là, ça va être un petit peu compliqué, mais je me prépare pour le suivant. C'est ça. Tous ces aspects-là. Sur quel match je concède pour être sûr qu'au prochain où l'élimination me guette, je fasse pas partie du wagon, quoi. Et je dois dire que moi, c'est un truc sur lequel j'avais, en tant que, tu sais, quand on réfléchit à des rythmes de jeu, on se dit, tiens, je développerais bien un truc. Plusieurs fois, j'ai eu envie de réfléchir à des jeux dans lesquels, justement, tu crées des équipes, mais pour la durée, sur le long terme, sur plusieurs parties. Je l'avais jamais vu, pratiquement jamais vu en jeu de société, et c'est le premier, finalement, qui arrive en nous proposant ça, une sorte de compétition sur la durée. Il y avait un petit peu ça dans Challengers, mais le côté bataille et puis un peu hasard. Enfin, c'est très 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 léger. Challengers dans la stratégie, c'est très plaisant, mais très léger. Là, ça va un peu plus loin, c'est beaucoup plus malin dans le choix de ces cartes. C'est marrant la comparaison que tu fais, parce que moi je vois plus... en fait, je comprends la comparaison avec Challengers, mais je vois plus cette volonté de rendre l'esprit d'une compétition sportive, avec tous les événements sportifs qui en même temps, et cette montée en puissance, comme le suivent les spectateurs. Je vois ça dans Challengers. En tout cas, non, c'est des joueurs qui m'ont dit oui, mais Challengers, c'est ça, c'est une compétition sportive. Moi, je l'avais pas vu pendant le jeu. Ah oui, pourtant, oui, bah si, bien sûr. Et alors, on a fait une vidéo dessus. Pour l'anecdote, je l'ai filé à mon fils, parce qu'il est en stage ici pour la montée. Et puis, il me l'a rendu en disant, bah papa, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire ça. Donc, je la reprends. Je vais reprendre du début, parce que c'est un peu compliqué à montrer en vidéo. Il faut mettre des animes, il faut mettre des transitions, des choses comme ça. Et vous allez le découvrir très rapidement sur la chaîne. On la boucle et puis on vous la diffuse. Alors... peut-être pour la fin de semaine prochaine, quelque chose comme ça. Quand je serai parti. Exactement, oui, parce que là, on part à Strasbourg en festival, donc je n'ai pas fait monter ça ce week-end. Voilà pour All-Star Draft. On l'attend avec impatience, vous l'attendez avec impatience, je vous l'annonce, sur vos tables de jeu. C'est prévu c'est le 20 aussi, hein, c'est ça. Oui. Une grosse semaine de sortie le 20 chez Neoludis. Et après ces dates-là, je serai un peu plus flou après le 20 juin. Octocube, tu l'as pas ramené non plus cette semaine, mais tu l'avais ramené la fois dernière en décembre quand tu étais passé. On avait eu la chance de pouvoir jouer à Octocube. J'avais bien apprécié, moi j'avais trouvé ça très original comme système de jeu avec ce gros cube central aimanté qui permet de ramasser des tuiles quand on le retourne sur le plateau. Alors faut réussir à bien l'expliquer celui-ci, parce que là vous voyez cet élément central ici. Est-ce que ma souris ne s'affiche pas, mais là je regarde parce que des fois sur certains plans on la voit, mais là pas aujourd'hui. En bas à gauche, vous voyez le cube violet. Qui représente une pieuvre. Eh ben, ce cube a un aimant assez fort à l'intérieur quand même, et toutes les petites tuiles qui sont posées sur la table sont aimantées également. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va poser notre cube sur une tuile? Forcément il va se coller. Et au tour suivant, on va pouvoir simplement incliner le cube sur l'un de ses côtés, côté droit, côté gauche, un côté sur lequel il y a une tuile de l'autre en face de lui, et en l'inclinant, forcément il va se poser sur une autre face, aimantée également, sur une autre tuile qu'il va attraper dans son mouvement. Je te laisse enchaîner. Et donc, du coup, l'idée, c'est un jeu de collection, de ramasser des tuiles. Mais il faut bien s'imaginer que sur ce plateau où vous ramassez des tuiles, il y a aussi vos adversaires qui vont essayer d'anticiper vos mouvements et d'occuper les emplacements que vous souhaitez occuper. Et donc, soit vous faites rentrer le cube, soit vous le faites tourner. Et à un moment donné, il sera suffisamment plein à votre goût. Et vous pouvez le retirer du plateau de jeu. Et ça sera aussi un tour de jeu. Et quand vous le retirez, vous choisissez les tuiles que vous enlevez qui sont dessus. Il y a différents types de symboles sur différents fonds de couleurs. Vous allez les mettre sur votre plateau, mais il faut savoir une chose, plus vous en enlevez du même type, plus ça vous rapportera de points. On va imaginer un exemple très fort où il y a 5 étoiles de mer et une coquille et un coquillage. Le coquillage tout seul, ça vous rapporte aucun point de l'enlever. Donc vous allez peut-être le laisser en place et refaire rentrer ce cube avec le coquillage. Et les 5 étoiles de mer, vous allez les placer sur votre plateau. Et à la fin de la partie, il y a un jeu de majorité sur les différentes rangées, colonnes et lignes. Et donc au bout d'un moment, on commence à observer qui ramasse quoi, quelle majorité est définitivement perdue et sur lesquelles il ne sert à rien de s'acharner. Et ce que j'ai apprécié dans ce jeu-là, outre le gimmick matériel qui pour moi fonctionne réellement, c'est que
En général, dans les jeux, il y a un mode familial, c'est celui que je viens de vous décrire, et dans celui-ci, il n'y a pas une variante avancée, s'il y a un petit peu avec les tuiles, les tuiles de sable. Il y a un mode plus enfant, parce que ça reste un jeu 8 ans, 8 ans et plus, parce que la majorité, c'est pas facile à anticiper. Oui, mais ça reste assez simple. Et il y a un mode de jeu pour les 6 ans qui se transforme en course. Vous avez un plateau au verso avec différentes contraintes. Ici, il faut une étoile de mer sur fond bleu ciel. Ici, il faut une tuile sur fond jaune. Et il faut être le premier à remplir son plateau. Voilà. Alors, sur ce jeu-ci, on voit le nombre de joueurs indiqué, 2 à 4 joueurs, 25 minutes. C'est vraiment léger. On tous les deux là ce matin. C'est vraiment léger dans le système de collection, donc c'est un jeu qui est relativement accessible. Et la vraie question que je me pose, c'est à combien? Alors je vois bien à combien on peut y jouer. On peut tout à fait y jouer à 2, on peut tout à fait y jouer à 4, il n'y a pas de problème. Mais à combien j'ai envie d'y jouer? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on a tous nos préférences, pas les mêmes en général, on ne joue pas forcément. Et là, moi, pour ce que je suis et pour les joueurs avec lesquels je joue, je ne sais pas trop. Parce que j'aime bien maîtriser un peu mes stratégies, bloquer mon adversaire, avoir une relation directe. Donc, dans ces cas-là, ça sera plutôt du 2 joueurs. Mais en même temps, il y a des blocages qui sont intéressants. Moi, je le préfère à 3-4. C'est ça, oui. À 3, tu vas quand même pouvoir avoir des relations entre les joueurs, mais le problème qu'on peut avoir à 3 joueurs sur ce jeu aussi, mais comme des centaines et des centaines d'autres jeux, c'est que si on a 2 qui se bloquent, le dernier a gagné. Donc il faut vraiment jouer avec des joueurs qui vont prendre en compte forcément ça et qui vont essayer d'équilibrer par eux-mêmes le jeu. C'est vrai que je pense que je le préférais à 3, mais pas avec tout le monde. C'est sans doute la confiance. Je joue très souvent à 2, et là, peut-être que celui-ci, j'irai plutôt sur du 3. En tout cas, c'est super malin le système. Le système, tu as envie d'y jouer. Tu sais, des jeux de collection, on en a plein. On a besoin de voir des systèmes différents maintenant. Et là, celui-ci permet de. Oh, je veux pas la même chose sur la table, donc j'ai envie d'y aller. Je me permets juste de répondre à Amélie. Pourquoi je la laisse? Parce que si je la retire, elle ne me rapporte qu'une 0 pièce. Donc il vaut mieux attendre, la faire re-rentrer en jeu, récolter d'autres coquillages avec, et du coup augmenter. On est sur une courbe un peu exponentielle. Si j'en retire un seul exemplaire, c'est 0 points. 1, une pièce, 2, 3 pièces, etc. Donc on attend le gros coup, le coup épique. Alors on nous dit on peut pas y jouer avec un pacemaker. Non, rassurez-vous, vraiment on n'est pas assez fort. Par contre, peut-être vous pouvez coller les cubes sur votre frigo. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas essayé. J'ai rendu ma boîte, donc j'ai pas essayé. On va bientôt la voir puisque c'est le 20 juin que cette boîte ressort. Donc je m'attends quand même à ce que pas mal de monde ait envie de se frotter à Octocube pour voir un peu comment ça fonctionne exactement. Comme souvent chez Siltdawn, le matériel est original, le système de jeu est inattendu. On continue avec sortie en juin, c'est plus vague. Alors, on n'a pas la boîte là, mais je l'ai, tu sais, on aurait pu la prendre au chalet. Oui, mais elle était tellement énorme. Elle était tellement énorme, elle nous aurait embêté pas du tout. Thunder Road Vendetta, on en a parlé dans la matinale avec Croc. Ça fait partie de ces 7 conseils de jeu. Je vous invite à voir cette matinale. Elle marche super bien, vous êtes très nombreux à la regarder. On en a fait une vidéo aussi avec Pénélope et Adrien. C'était une super chouette vidéo. Et c'est un jeu où tous les gens qui m'en parlent me disent j'ai adoré en fait. Et certains qui s'attendaient à ne pas trop aimer ou se dire ce type de jeu, on fait l'univers, il est particulier quand même, c'est un peu Mad Max. L'affrontement en voiture, est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça m'attire? Vous êtes sans doute certains à vous poser la question. Et ce jeu, il est hyper ludique. C'est vraiment le terme qui ressort. On s'amuse énormément, on rigole. Mais on s'amuse surtout, et il se passe des histoires, on joue avec les joueurs autour de la table, on n'est pas concentré sur soi. Si vous voyez des joueurs qui sont bougons et qui veulent absolument gagner et qui s'occupent que d'eux, peut-être que ce ne sera pas les meilleurs compagnons de jeu, mais par contre, si vous connaissez des gens qui ont envie de s'amuser, qui sont un peu jeux de rôle, qui sont capables de mettre de l'ambiance et de se créer un personnage, vous allez vous éclater, parce que c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Oui, mais moi, quand j'ai reçu la boîte pour connaître le jeu, l'expliquer aux équipes commerciales, vraiment je crois qu'à la définition il y avait tout ce que je n'aime pas dans le jeu. Beaucoup de hasard, une boîte énorme, des petites voitures, et on me dit qu'on va faire la course et qu'on peut se tuer de manière complètement injuste, et j'avais pas envie de ça. Et ma première partie, j'en ai eu mal aux zygomatiques. Donc tout ce qu'il vient de dire Martin, c'est exactement ce qui s'est passé, et ce cas-là s'est passé en famille. C'est passé avec des amis. Alors oui, un jeu d'ambiance à 160 €, ça paraît. C'est particulier. Enfin, il y a du matos dedans. Oui. C'est pas non plus une boîte vide. C'est une énorme boîte avec des petites voitures. Si on les avait pas les voitures, si on avait des trucs en carton, ça serait beaucoup moins rigolo quand même. Oui, on ne pourrait pas empiler les voitures. Et l'idée vraiment est très simple. Je lance 4 dés et à mon tour, j'attribue un dé à mon boîtier de vitesse sur la voiture. Et c'est le nombre de cases que je vais pouvoir prendre si je passe que par de la route.
je peux aller plus vite. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter les obstacles ou choisir de les prendre parce qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et si à un moment donné, pour une raison X ou Y, je me retrouve sur la même case qu'un joueur, je vais m'empiler sur lui et c'est un lancer de dés qui va déterminer ce qui va se passer. Quelle voiture explose, quelle voiture se retrouve dans une trajectoire inattendue et parfois ça amène à des carambolages, à des enchaînements en série où on se prend les obstacles du plateau, on fait des sorties de route et parmi ces 3 voitures, qui arrivera au bout de la piste ou qui sera le dernier à survivre. Vraiment, c'est on a 2 voitures chacun, je crois. 3 voitures chacun. On a 4 oui, c'est vrai, t'as raison, la moyenne, la petite et la grosse. Et effectivement, c'est ce côté injuste que des joueurs n'aiment pas, mais c'est aussi, ça dépend alors, des autres joueurs autour de la table, effectivement, mais en général, on s'acharne rarement sur les derniers, c'est plutôt sur les premiers qu'on essaye de les empêcher de gagner. Il peut y avoir quelques cas de figure, et nous, ça nous arrive, où le joueur, il prend tout le monde, et finalement, on trouve ça rigolo, et lui aussi trouve ça rigolo. Mais c'est pas possible, vous n'allez pas encore me rouler dessus. Pardon, je suis désolé, j'ai rebondi sur un truc, ma voiture atterrit sur ton toit, et il va se passer des choses. Et ça se trouve, ça te retombera dessus, tu voulais m'attaquer, et c'est exactement. Sur toi que ça retombe. Mais le cas de figure qui arrive le plus souvent, c'est quand même le joueur qui est en tête, qui se dit, mais en fait, là, si je prends ce tremplin, j'ai 3 chances sur 4 de tomber dans les flammes et d'exploser, mais... La 4e, je gagne la partie. Je le tente. Et on est tous en train de lancer les dés. On ne sait même pas si soi-même, on n'a pas envie de tomber sur les flammes et de faire un air catastrophique en disant mais c'est pas possible. Et c'est ce côté épique qui arrive dans ce genre de jeu, ce côté équipe épique parce que c'est pas grave, parce que c'est un jeu de société, parce qu'on s'en fout en fait, parce qu'on est en train de s'amuser ensemble, ou d'un seul coup l'injustice, le hasard, la chance devient rigolote. C'est des choses qu'on a envie de vivre autour d'un jeu également, qu'on ne vit pas tout le temps. C'est parce que c'est pas un jeu de gestion du tout. On n'est pas du tout en train d'essayer de faire les meilleurs coups, on est en train d'essayer de faire le coup le plus drôle à chaque fois. On a fait une partie en ligne, je m'en souviens plus, mais je crois qu'on s'était bien marré avec Pénélope et Adrien. Et tu sais que c'est bien parce qu'on y a joué hier qu'en fait je me rends compte que c'est une sorte de Mario Kart dans un univers Grand Max. C'est vrai. Mais c'est exactement ça. De l'injustice dans le choix, dans le loot d'équipement qu'on a, etc. Et la petite dose de hasard qui va bien. Alors les gamers nous disent que tiens plus la date de juin vu que c'est toujours en Chine. Probablement on vous a pas donné de date précise sur ce jeu-là. Il arrivera quand il arrivera, mais c'est plutôt un fort conseil de ma part. Et on avait une question, est-ce que ça se joue à 4 ou 5 ? Ça se joue à 4. Je vous le conseille à 4, mais dans l'extension. Donc si vous avez les petites motos ou le camion, vous pouvez rajouter un 5e joueur sans problème. Bon, mais je sais pas, après, est-ce que la 5, c'est pas la foire ? Non, ça doit se jouer bien à 5. Ça se trouve, c'est... Plus on est de fous, plus on rit, je me dis, sur ce jeu-là. Je vais jouer qu'à 4. Je suis pas sûr d'avoir toutes les extensions, moi. Moi, j'ai bien les motos et le camion. Qui sont dans la boîte de base, dans le truc maximum Chrome. Ouais. Mais je crois qu'il y a d'autres trucs derrière, il me semble. Oui, et c'est dans le Carnival of Chaos que tu peux jouer à 5 et que tu joues dans une arène, un peu comme le dôme de Mad Max. Est-ce que j'ai envie de ça ? Je ne sais pas. Peut-être. Il y a tellement d'extensions qui sortent que des fois maintenant je me pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je sors suffisamment pour... Sleeping Gods Distant Skies Deluxe, sorti en juin également. Alors là, on ne sait pas si c'est dans le bateau ou pas, mais c'est le fameux jeu de Ryan Locat qui a tant fait parler de lui, sur lequel on avait fait une vidéo avec Aline. Cette fois-ci, on s'était raconté des histoires, on était parti à l'aventure également. Tu fais peur sur cette miniature ? Moi ? Regarde, non, je fais pas peur, regarde, je suis content. Je tiens un livre, je raconte des trucs, parce que dans ce jeu, il y a du narratif, on se raconte pas mal de choses, et c'est toujours ce mélange entre un jeu de pose de personnages, enfin c'est pas vraiment la pose d'ouvrier, mais enfin ça va se déplacer sur un petit livret, la map elle est dans un petit livre à spirale. C'est un monde ouvert complètement, il y en a très très peu, mais c'est bien représenté. Il y a très très peu dans le jeu de société, si ce n'est dans le jeu de rôle évidemment. Et du narratif, parce que quand on se déplace sur un lieu, hop, j'ouvre mon livret, je cherche le chapitre et je raconte une histoire. Et c'est marrant parce qu'on parlait de Ryan Locat, je crois que c'était hier, de qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de ce monsieur à être auteur, illustrateur, éditeur. Et donc Sleeping Gods Distant Skies, ça reste quand même la mécanique de Sleeping Gods avec des améliorations. Si vous avez aimé Sleeping Gods, foncez sur Distant Skies. On est dans un autre univers, mais avec des facilités de gameplay. Il n'y a plus le système du bateau, un combat où moi je trouve que c'est un peu une sensation de deck building que je rapprocherais de le jeu de Seigneur des Anneaux, la grosse boîte. Oui, bien sûr, c'est le voyage en terre du milieu. Voyage en terre du milieu, et surtout sur cette map où on cherche
des totems, et parfois le voyage est un petit peu long quand on commence à comprendre là où on veut aller, la possibilité de voyager en avion et de faire du coup des gros sauts dans l'espace. Moi, pourquoi j'aime Sleeping Gods, mais ça c'est très personnel, j'aime parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu d'enquête, essayer de comprendre l'univers, même si j'y arrive jamais complètement, et essayer de comprendre les pistes ou essayer de comprendre là où le jeu m'amène. Moi je prends beaucoup de notes quand je joue à Sleeping Gods sur cette carte. Voilà, je vous montre quelques extraits parce que Nini Ange nous a dit j'ai essayé de cliquer pour lancer la vidéo et j'ai pas réussi, forcément. Voilà, quelques extraits de la partie. Ça me donne envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et tu as tout ce côté narratif qui est quand même très très fort, avec justement un petit côté BD en plus. C'est vraiment fait plaisir. Ryan Locke a dit de passer un temps tellement dingue quand il développe un jeu, c'est impressionnant. Et j'espère qu'il dessine vite. que c'est pas des journées et des journées pour faire une page, parce que sinon, vu le nombre de jeux qu'il fait et le temps qu'il y passe, on va jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de Thunder Road pour voir, parce que c'est vrai que tu veux voir qui avait gagné, tu te rappelles? Je me rappelle plus, mais on va vous laisser. Là, il pose un dé, il joue une voiture, c'était la petite, et il l'avance. Alors, c'est un peu lent quand tu regardes comme ça, mais des accidents, on a dû en faire pendant la vie. Hop, je passe un petit peu en accéléré, il y a tout le chemin. C'est vrai que c'est bien ces vidéos, on devrait en faire plus souvent. Là, vous voyez la route, quand vous restez sur la route, ça vous permet d'avancer plus vite. Regarde, les joueurs rigolent, il y a une bonne ambiance autour de la table. Bon, on filme pas trop Adrien parce qu'on n'aime pas, mais sinon... Oh, le choix du pauvre, il réavance une voiture juste d'une case. Martin qui fait un peu trop mumuse. Oui, là on fait mumuse. Oui, c'est bon, vous avez l'air de vous amuser. Il y a une bonne ambiance. Voilà, c'est le genre de jeu. Vous avez envie d'y jouer. Diplomatique qui travaille. Ça travaille énormément, c'est très très bon pour la santé. On continue avec Streets of Tokyo. Le 4 juillet, on passe en juillet, mesdames et messieurs, pour un jeu vraiment très original qui va vous amener à dessiner sur une carte de Tokyo, et ça c'est vraiment l'origine de ce jeu. Vous avez des cartes à l'intérieur, on va vous les montrer, et sur ces cartes vous allez avoir des choses à faire deviner aux autres joueurs, mais contrairement à la plupart des jeux de dessin, vous n'allez pas faire votre dessin sur une feuille blanche, vous allez la faire directement sur une carte en suivant le tracé des rues. T'as dit qu'il y avait que des rues de Tokyo, moi je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est que cette rue de pas Tokyo? Une rue de Toulouse. C'est fou ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est pas Tokyo ça. Parthenay et Amathé-Vésigneux? Non, il n'y a pas Amathé-Vésigneux, t'as qu'à faire un festival de jeux à Amathé-Vésigneux. Il y a des rues en plus. Alors oui, les rues françaises, elles sont sympas, mais elles sont un peu toujours françaises. Non, pas si droites que ça, t'as un peu de n'importe quoi dans les rues françaises. C'est pas comme les rues américaines. Le centre-ville. Oui, mais c'est parce que c'est des villes modernes. Ouais. Et si on prend mes petits villages d'Ariège, tu vois bien la place du village et les différentes rues verticales. Toulouse, team chocolatine. Steve, qui est attaqué comme toujours. Mais sinon, le reste, c'est les rues de Tokyo, avec des rues qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on va se servir de ça pour faire des dessins. Oh, qu'est-ce que c'était? Un escargot? Quelqu'un qui n'a pas effacé. Oh là là. Qu'est-ce que c'était? Un poussin? Ça, c'est clairement un poussin qui a été dessiné là. Et voilà, selon la carte que vous allez récupérer, ça va être plus ou moins facile de pouvoir représenter ce que vous avez à représenter. Je te laisse nous en dire davantage. Ça se joue avec, alors pas une application, avec un site internet, parce que le jeu est en mode campagne. Ouais. Au début, vous allez jouer en mode hiver, des mots faciles à faire deviner. Et la première chose, c'est alors il y a un timer, mais il y a un timer sur lequel, à chaque fois qu'on arrive à faire deviner un mot à nos partenaires de jeu, puisque c'est un jeu coopératif, on l'indique au site, à l'application, et ça nous redonne du temps. Donc il faut faire deviner, il faut ouvrir en permanence ce chronomètre. Et plus le mot que tu choisis est difficile, plus ça va rajouter du temps. Et oui, on le voit là, si on a des petits symboles qui sont différents, on appuie sur le symbole de la couleur sur l'application directement. On a fait deviner casquette, on a été très vite, on l'a représenté, quelqu'un nous a dit ça c'est une casquette, c'est bon, hop, on appuie, on prend une autre feuille directement et on commence à dessiner autre chose. Et tu la défausses et tu passes au plan suivant, parce que la partie va s'arrêter une fois que tous les plans du jeu auront été utilisés. Et c'est la force de Streets of Tokyo, c'est qu'il n'y a pas d'ennui, parce que tout le monde joue en même temps. Vous êtes en train de dessiner sur votre feuille, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui vous dit « j'ai quelque chose », vous levez la tête, on vous présente un dessin, vous n'avez pas vu la construction de ce dessin parce que vous étiez en train de faire le vôtre, et les idées fusent. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez continuer sur votre dessin, et il y a 0 temps mort. Il y a un jeu qui a été nommé... c'est dans la catégorie Rennes, Kraken, Oraken. On n'y a pas joué, donc c'est difficile, on se projette en se disant « Ah oui, tiens, il y a un peu de ça ». Oui, dans la projection que j'en ai, j'ai lu les règles et je me suis dit « Ok, c'est un peu le même principe, sauf qu'on est plus dans ces jeux où il y a un maître du jeu qui prend son temps pour faire, qui présente aux autres joueurs,
qui doivent deviner. Il n'y a pas cette notion du on fait tous ensemble. Ça, c'est un jeu nommé au Spiel qui n'est pas le même du tout. Mais nous, on connaissait bien Streets of Tokyo, tout simplement parce qu'il y a eu un financement participatif. C'était sur Ulule, je crois. Dans les festivals. Ouais, ça fait un moment qu'on le voit tourner. C'est pas des inconnus non plus qui sont à l'origine de ce jeu, puisque c'est Julien Griffon qui en est l'auteur. Julien Griffon, on le connaît pour pas mal de choses maintenant, parce qu'il a fait pas mal de petits jeux avec des expériences coopératifs en général. Ouais. Je crois qu'il aime bien les jeux coopératifs. J'ai peur de ça, effectivement. J'ai peur qu'il aime bien les jeux coopératifs. Et donc c'est assez original comme jeu. Tiens, vas-y, fais-nous deviner un mot. Ah, je vous fais deviner un jeu. Un jeu, un mot. Mais là, du coup, j'ai pas de temps à partie. On s'en fiche. On n'a pas d'appli. On n'a pas chargé l'appli. Hop. Donne-moi une carte, s'il te plaît. J'ai des cartes plus ou moins faciles. Celle-là. Et sur le bleu, c'est facile. Ah, je vous fais un truc facile sur le. Ah mais c'est très 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 dur. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça en live. Je vais me faire disputer par Aline. Aline, je vais faire le mot facile parce que le mot difficile. Mais toi aussi, fais-nous deviner un truc là-haut. Les gens ils regardent et puis ils savent pas. Hop. Et puis. Waouh. Oh si, je fais le mot facile aussi. Je veux pas me ridiculiser. Je fais le mot facile. Hop. Et puis pour pas que vous vous ennuyiez, je vous mets quand même la vue du dessus. Et hop. Je joue face à un dessinateur. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner dans ce jeu-là. Et là, c'est vrai qu'il y a pas il faut chercher le meilleur endroit pour faire deviner ce qu'on doit faire deviner. C'est pas très très évident. Le seul truc que tu as le droit de faire en dehors des rues, c'est une flèche. Ouais. Une flèche. J'ai fait ça, mais bon, c'est nul ce que j'ai fait. Bon sang. Montre-moi. Non, c'est nul. Oui, on est d'accord que c'est nul. Oh là là. Quand je peux faire ça mieux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je vais compléter mon dessin. Vous avez ce qu'on a dessiné? Je vais le faire comme ça, tiens, hop, on va le faire plus grand, tac, tac, tac. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas du tout. C'est nul, j'y arrive pas du tout. Là, hop. Ah, les gens ne voient pas. Si, vous voyez. Bouteille, Nini Ange, merci. Moi je l'ai pas du tout. C'est des verres, regarde, la petite bouteille de vin. Ah, bravo, c'est une championne. Mais moi je sais pas comment le faire, c'était facile. C'était des bottes. Mais non, mais c'est vraiment. Des bottes, ça ressemble à rien, on est d'accord? Des fois, il faut savoir le dessiner plus petit. J'avais le choix avec accouchement, j'ai pas osé. Je l'ai vu déjà dessiner en live. Bah oui, pas en live. En live, tu l'as vu? Non, en direct, en IRL. Bon, il nous faudra un mouchoir pour effacer, on va nettoyer ça juste après. Et c'est toujours la fameuse boîte qui tourne? Non, c'est une nouvelle celle-là. Ah oui, celle-là, les premières boîtes qui sont là. Eh ben, j'ai hâte d'y rejouer, j'ai vraiment hâte d'y rejouer parce que c'est sympa comme tout, comme jeu, ça crée une ambiance particulière et c'est le genre de jeu qui, en termes de jeu de dessin, on a toujours un peu la même chose. Là, pas forcément, l'idée est très originale. On a envie d'y jouer avec les cartes des lieux qu'on connaît, c'est ça le truc aussi. Oui. Rien ne nous empêche d'imprimer la carte du bled. Ou de parcourir les festivals pour récupérer les goodies qui seront liés. Il y aurait une carte à Mathieu Vésigneux? Si tu fais un festival de jeux. Bah, je fais un chalet, c'est déjà quand même pas mal, hein. On avait eu l'occasion d'en parler dans une vidéo qu'Aline a mise ici, une semaine en résidence d'auteur. C'était le thème principal de cette vidéo avec Rémi et Nathalie Saunier, qui avait très envie de nous mettre ce jeu en avant aussi dans la vidéo. Et pour l'anecdote, ils voulaient payer un format spécial. Ils ont téléphoné aux auteurs en disant allez, on va le faire nous, c'est nous, on va faire le format, on explique qu'on joue avec un monde de jeu. C'est moi-même qui dis non, mais vous pouvez pas faire ça. Laissez les gens gérer leur communication eux-mêmes. Ils sont adorables en fait, Rémi et Nathalie, ils ont le cœur sur la main, ils ont toujours envie de faire plein de choses. Et c'est un tout petit éditeur et c'est pas facile pour les petits éditeurs de faire de la communication. C'est compliqué pour eux. Et forcément, mais nous on l'a mis en avant, on avait très envie de vous le montrer et de vous en parler au moment du financement participatif. On a toujours très envie de vous en parler, de vous le montrer au moment de la sortie du jeu. Le jeu suivant, on continue à dérouler la liste des jeux auxquels vous aurez droit dans les semaines qui viennent. On est toujours en juillet. Etheria, la version
Pocket, c'est une nouvelle version de ce jeu, mais ça s'appelle plus Etheria, c'est en sous-titre plus exactement, parce que le gros titre c'est Draco. On est toujours chez Nostromo, mais avec un nouveau logo qui fait moins peur. Hein, c'est Nostromo, donc quand même c'est le nom du vaisseau spatial dans Alien, mais Nostromo, Alien, vous imaginez, c'est tout ça, mais Nostromo Family. Vous voyez les petits enfants. Alien Family. Ouais. Alors. C'est un jeu qui s'inspire un petit peu du Skyjo, enfin du jeu de golf de manière générale, mais en rajoutant des composants gamer à l'intérieur, plus gamer on va dire, plus s'adresse à un public un petit peu plus joueur. Ça avait très bien marché, Etheria. Oui. Et c'est demandé, hein, cette version Pocket. Il est toujours disponible d'ailleurs, le Etheria, on le voit encore en boutique. Oui. Mais après, est-ce qu'on le voit en boutique? Est-ce que justement il n'était pas sorti des boutiques de par le fait qu'il était devenu une grande boîte en dehors de ce que le marché demande? À Etheria Pocket, j'allais dire, c'est presque quelque chose que le consommateur demandait, une version plus petite, parce que la boîte, il y avait quand même des variantes de jeux auxquelles peu de gens jouaient. Et toi, tu dis, c'est avec des composantes gamer. Moi, j'ai l'impression que je joue au Skyjo en mêlant avec de la contrainte de jeux qu'on retrouve le plus souvent dans de la pose de tuiles. Oui. Construction d'une sorte de tableau où les interactions entre les différentes tuiles, leur adjacence, vont entrer en jeu pour faire le meilleur score possible. Il y a déjà eu 2 boîtes d'Etheria. Une première boîte qui était distribuée par Atalia à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Parce qu'il est resté un petit moment chez Atalia. Non, c'est toujours chez Atalia. C'est toujours chez Atalia. Et la deuxième boîte, par contre, elle était chez vous, celle-ci. Non Ah oui, Rivality. Bah, je sais plus. Non, Rivality, c'est un autre jeu. Mais la suite d'Etheria, il y a une deuxième boîte qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, à Etheria 2, tu as raison. Et oui, c'était chez nous. Voilà. Ah, pardon. Non, mais c'est le même univers, et comme c'est pas du tout le même jeu, même moi j'ai oublié. À Etheria 2, la genèse. Voilà. Et donc, c'est un peu Etheria 3 en version Pocket. Alors, version Pocket parce que beaucoup plus facile à sortir, à ranger et à emmener partout. Oui, et avec les illustrations qui ont été refaites. Donc on a toujours ce système on a des tuiles qui sont posées devant nous face cachée au départ, des tuiles au centre de la table, 4 qui sont révélées, et ensuite chacun son tour va jouer. On pioche une carte et on la remplace par une de son tableau. C'est des cartes plus que des tuiles, oui. Désolé. Et si on ne la prend pas, on retourne une carte, histoire que notre tableau se révèle au fur et à mesure. Contrairement à un Skyjo, mais j'aime pas trop cette comparaison, on construit quand même un tableau de cartes. Il y a des objectifs qu'il va y avoir au centre de la table qui s'appellent des légendes, et dès que j'ai validé ce qu'elles demandent, je peux les prendre et ça me rapporte des points. Mais une fois que la contrainte elle est réalisée, je peux remplacer mes cartes et réoptimiser mon tableau, réagencer mon tableau différemment. Voilà, c'est pas vraiment une comparaison, c'est plutôt une explication de ce qu'est le jeu, parce que la mécanique de base, c'est la même. Enfin, l'origine du jeu, c'est le même. C'est après le développement et puis ce qu'on en fait, les sensations de jeu, évidemment, ne sont pas les mêmes derrière ça. Donc c'est une toute petite boîte à format... Donc on est pour juillet, 4 juillet. 4 juillet pour la fête 15 américaine. De mémoire, voilà. Ça a drastiquement diminué le prix aussi. Terre de loup. Alors, Terre de loup... Pas besoin de tout. Moi j'ai la version originale, donc regardez plutôt les visuels qui sont partagés en même temps, et voilà la version originale. Lone Wolf. Donc c'est surtout la couverture qui a été retravaillée, et si jamais on vous montre le matériel, le plateau a été repris par Origames parce que c'est un tableau qui se plie et qui du coup, ça colle jamais bien à la table, ces plateaux-là. Il me semble que j'avais joué, alors je sais plus si c'était avec Pénélope ou si c'était avec toi quand tu nous l'avais ramené en décembre, ce jeu, mais de temps en temps Pénélope elle se balade sur les festivals, notamment Essen, avec l'envie de nous ramener des jeux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. Elle l'avait fait sur Flip 7, qui est aujourd'hui maintenant très connu de tous, puisque c'est sans doute un jeu qui va s'installer en tête des ventes pendant un moment. Et celui-ci, elle l'avait ramené, il me semble, en disant regarde ça, c'est un truc que personne ne connaît, ça arrivera jamais en France, c'est trop bien. Et on avait joué à Lone Wolfies à l'époque. Sauf que moi je savais qu'à Essen ça serait déjà, je sais pas comment on prononce les choses, chez Origames. Toi tu savais déjà parce que tu sais tout. Tu es un peu on t'appelle souvent Rachel. La top. La top, l'exceptionnelle Rachel. René la top. Mais oui, exactement. Et donc Terre de Loup. Radio Monde du Jeu, on t'appelle. Ah ouais. Pas du tout. Rago. Je cherche un truc. Radio Rago. Pas du tout. C'est un peu dérangeant ce que je suis en train de raconter là. Non, mais vous avez une très jolie petite boîte. Ça va sortir chez Origames. Ils ont retravaillé le jeu aussi, malgré tout. Et on va retrouver donc ce petit jeu de cartes avec un plateau sur lequel il va y avoir de la majorité.
C'est du jeu de pli, mais c'est plus la mécanique. Et à la fin, c'est un jeu de majorité, un jeu de conquête. Chaque lieu sera résolu à la manière d'un Shoten Totem pour regarder qui a les plus grandes forces en loup, la plus grande somme de son côté du territoire, et remportera alors à ce moment-là un jeton sur lequel il y a une valeur indiquée dessus. Il se passe plus de choses que ça, et évidemment, et comment ça se joue avec une mécanique de jeu de pli, mais une mécanique de jeu de pli qui offre pas mal de liberté. C'est-à-dire qu'on imagine que je lance à 2 noirs sur ce lieu-là, donc je rajoute 2 de force dans ce lieu-là. Mon adversaire must follow, doit suivre en noir, mais il peut le jouer dans le territoire qu'il veut. On imagine, tu joues un 6 noir ici, c'est toi qui vas gagner le pli, tu laisses ton loup 6 noir sur ce lieu-là, et moi, je retourne mon loup. On est sur un loup qui est blessé, on le voit, il a des griffures sur la fesse, et à ce moment-là, je peux prendre un jeton griffure disponible n'importe où, les petits emplacements ronds, et je viens le mettre dans ce lieu, et ça va me donner soit des bonus, des choses pour m'aider dans ma recherche de force, soit des points de victoire, alors que je n'ai pas besoin de conquérir le lieu en fonction du nombre de cartes que je pose. La première fois que j'ai joué à ce jeu, c'est ma première partie qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus éclairé sur ce qu'était le jeu. Moi, je le jouais comme un jeu de Shoten Totem, un jeu de conquête, un jeu de majorité sur chacun des lieux, et la personne en face de moi l'a joué comme un jeu de pli pur et dur, et à la fin, elle m'a fait une remontada de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'au début de ce jeu, il n'y a pas d'atout. Non. Et donc du coup, quand t'as pas la couleur, tu te retrouves à perdre systématiquement. Mais il y a moyen d'avoir un contrôle sur l'atout qui va apparaître au fur et à mesure de la partie. Comment ? Quand on prend ces petits jetons circulaires, ces jetons de griffure, dès qu'un lieu est vidé de ces jetons de griffure, il devient la nouvelle couleur d'atout. Et l'atout va changer dès qu'un second lieu sera vidé. Et donc il y a moyen de prendre du contrôle, je prends systématiquement des jetons dans le lieu jaune, parce que j'ai plein de cartes jaunes, et ça va devenir l'atout à un moment donné. C'est vraiment très bien, et la meilleure comparaison que je pourrais vous en faire en termes de sensations, c'est toute la série des Jekyll versus Hyde, Oui. etc. Mais il y en a quelques-uns, des petits jeux comme ça, de pli pour 2 joueurs uniquement. C'est original hein, comme principe, et malgré tout, ceux qui existent sont super chouettes. Jekyll versus Hyde en fait partie, mais il y en avait un autre que j'aimais beaucoup, et je cherche le nom, mais le nom qui me vient, c'est Steam, mais c'est pas ça le nom du jeu. Peut-être que vous allez m'aider. Ça y est, nous on est dans l'âge où dans toutes les matinales on se souvient plus des noms des jeux. Hein. C'est fou, hein. Dis-moi, jeu à 2, jeu de pli. Qu'est-ce qui avait fait ça, ce jeu à 2 pli qui était vraiment original? Il y avait des peuples différents, il y avait les nains, il y avait les elfes, il y avait des machins comme ça. Claim. Oui, Claim, c'est ça. Qu'est-ce qui faisait ça en français? Matago, c'était Matago, ouais. C'était il y a eu un Claim 2, et j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, il y a eu plus qu'un Claim 2. Il y a eu chez l'éditeur original, il y a eu pas mal de peuples qui étaient vendus séparément et que tu pouvais rajouter pour pouvoir les mélanger. C'était vraiment très très bien. C'est sorti trop tôt par rapport à la on se le prend là pour le train pour partir parce qu'on sera 3. Très mauvais choix de jeu. Il faut qu'on choisisse ce qu'on prend. Là, on a quelques minutes pour choisir ce qu'on emmène dans le train pour pouvoir jouer quand même malgré tout. On va pas passer un trajet en train pour aller à Strasbourg. Je vois qu'il y a Calou qui est sur le chat. Tu vas à Strasbourg ou pas à tout hasard, Calou? Parce qu'il faut que je te rende tes magazines. Un de ces 4 que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Tu connaissais ça, le magazine CNET? Non. C'est trop bien ça, faut que je te montre absolument, parce que Calou nous en a prêté pour nous montrer, et j'en ai racheté, du coup j'ai acheté les derniers aussi pour les avoir ici au chalet. Mais moi je suis au chalet, et donc tous les soirs je demande ma BD. Tu veux que je te montre là tout de suite en direct? Allez, vas-y. Allez, on s'en fout hein, du déroulé de cette émission. Donc j'ai lu une des premières bandes dessinées de Chaboutet dont il a parlé. C'est celui où le trait m'avait fait le plus envie. Il nous a prêté ces magazines-là, c'est trop chouette. Parce qu'on parlait d'écriture avec Rachel, en fait, de plaisir de lire aussi des articles. Et je te disais que je pense qu'on lit plus tellement sur Internet. Mais par contre, en papier, moi j'adore. Regarde comme ils sont chouettes ces magazines, avec plein de choses à l'intérieur. D'expérience et de retour. Ça ne parle que de jeux. Bah si, on a entendu parler, regarde, je t'en parle. Trop bien. Hein, non, il va pas à Strasbourg, Calou. Bon, il faudra que tu m'envoies ton adresse, que je te les renvoie. Ok, jamais entendu parler. Après, ça reste, un jeu, une fiche, c'est pas des articles de fond? Si. Non, il y a vraiment des articles, il y a des choses hyper intéressantes à l'intérieur. Pourquoi il y a des pages dures au milieu? Là, il y a des goodies un peu comme dans le plat. Ok, je suis curieuse. Non, je connaissais pas du tout. Bah, c'est chouette, c'est en anglais, hein, forcément. On continue à regarder les jeux qui sortiront chez Néoludis. On est toujours... Alors, on change de rubrique, on passe après le 14 juillet. Hop,
Parce que j'ai toujours 5 rubriques. Je les fais parfois un peu de manière un peu artificielle, mais 5 rubriques dans les matinales. Inflexible, la bataille d'Angleterre, ça sortira le 25 juillet 2025. Si tout se passe bien, parce que là on est un petit peu plus loin. La Royal Air Force affronte la Luftwaffe dans ce jeu de deck building pour 2 joueurs. Alors, les inflexibles, c'est pour 2 joueurs en général. Oui. C'est un fort contexte historique, généralement sur une histoire réelle, pas toujours, parce qu'il y a cette version Undaunted, je crois, qui se passe dans le futur. C'est le titre original de Undaunted. Ah, j'ai pas vu ça. Non, tu l'as pas ? Non, c'est parce que chez Nuts, c'est la 3e boîte après Normandie et la campagne de l'Afrique du Nord. Ouais. Il me semble qu'il y en a qui se passe dans un futur ça m'irait peut-être mieux, parce qu'on a eu cette discussion, mais les jeux... je sais pas pourquoi j'ai ce repoussoir sur les jeux qui traitent de la guerre, alors que Inflexible, si vous aimez le deck building, Inflexible, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai très peu joué, moi j'en ai pas d'Inflexible, mais en fait j'ai envie d'y aller. Un de ces 4, il faudrait que je fasse une émission spéciale Inflexible, parce que c'est con ce que je suis en train de vous dire, mais moi j'ai besoin aussi d'avoir des projets pour me plonger dans on a une vie qui est tellement intense que quand on a un petit peu de temps libre, on a tendance à pas faire de jeux, nous plutôt. Et donc je construis souvent en fonction de mes goûts et de mes passions, autour des missions. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et donc, voilà, Inflexible, le titre ne veut pas me revenir du 3e, et comme je suis myope, j'arriverai pas à le lire. Undaunted Callisto, un truc comme ça, c'est possible ? Non, mais pour ceux qui sont sur le chat, est-ce que c'est pas ça, la version dans le futur ? Est-ce que ma mémoire de vieux monsieur est encore efficiente ? J'ai jamais vu, pourtant, j'ai déjà dû cliquer sur la fiche BGG. On va chercher sur BGG. Donc voici celui-ci. Et donc c'est le 3e opus, ça reprend les mécaniques principales, il n'y a pas de volonté de changer le gameplay. Là le petit twist c'est qu'il va y avoir des combats aériens et voilà. La 2e boîte faisait apparaître les premiers véhicules, on pouvait faire rentrer nos unités dans des véhicules qui étaient un peu plus sur la défense, et là il va y avoir des combats aériens. Voilà pour celui-ci, il arrive donc 25 juillet, on va pouvoir faire la guerre sur la plage, ça tombe bien. Hop, je nous mets en plein écran pour chercher sur BGG. Alors là, je suis surprise, parce que je suis curieuse, j'aime bien suivre de lien en lien sur BGG, cliquer sur le nom des auteurs, voir ce qu'ils ont fait, suivre les gammes. Jamais vu. Ah mais ça m'irait peut-être mieux, pourquoi on n'a pas celui-là ? Ben, je sais pas, il n'y a peut-être pas de version. On voit bien que ce sont les mêmes auteurs, Trevor Benjamin et David Thompson. Le 3e ? Hop, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, on voit effectivement que c'est pas tout à fait le même univers de jeu. Oui. On voit que... Un peu un mélange au Warhammer. Ouais, ça a l'air plus gros, c'est une boîte carrée, contrairement aux autres. Oui, mais c'est parce qu'il y a du plus joli matériel aussi. Ah, c'est plus coloré sur les cartes et tout ça. Il y a des dés. Moi, je suis plus thème historique de base. Je suis moins espace. Moi, c'est la guerre. Vraiment, la guerre, c'est dur. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ouais. Le seul jeu de guerre que j'ai joué, mais c'était à cause de mon fils, c'est Mémoire 44, que j'ai joué beaucoup. Blitzkrieg, c'est l'exemple typique. Je reconnais le génie du jeu, et parce que c'est la guerre, j'arrive pas à avoir un attachement au jeu. Bon, voilà. Continuons notre exploration des jeux qui sortiront chez Néoludis, cette fois-ci en juillet, mais on ne sait pas quand, et ce jeu a l'air d'être une tuerie, celui-ci. En anglais, le jeu s'appelait This Game is a Killer, et ils ont repris la punchline. Et ce jeu est une tuerie, c'est le titre. Pour ceux qui écoutent en mode podcast, c'est une petite boîte de jeu. Qui est-ce qui publie ça ? C'est Lucky Duck Games qui publie ça. Tu l'as pas vu du coup ? Non, je n'ai pas vu celui-ci encore. C'est un jeu d'ambiance à nombreux. Je me rappelle plus On en a parlé déjà en émission, je crois, mais j'ai pas eu l'occasion de le tenir entre mes mains. Et l'idée, c'est qu'on est... alors, c'est vraiment une toute petite boîte. On est dans un vaisseau, c'est un tapis néoprène au centre de la table. Ça aurait très bien pu se retrouver dans la gamme des Bristol et compagnie, ce jeu-là. Et sur ce vaisseau, on voit qu'il y a différents lieux. Il y a tous les joueurs qui font partie de l'équipage, qui représentent des personnes qui font partie de l'équipage. Et il y a un alien qui est géré par le jeu. Comment on gagne ? Il suffit d'éliminer l'alien et tout l'équipage gagne ensemble. Ou alors... on va réaliser des actions, et si Martin, je arrive à l'éliminer, j'ai plus de chances de pouvoir dire à la fin de la partie, c'est moi qui ai gagné. Mais ce qui va se passer, des fois, on va tous perdre. Et comment ça se passe ? Vous avez reçu 2 cartes dans votre main, et sur chacune de ces cartes, vous avez en haut une indication qui représente un des lieux du vaisseau, et l'autre, si vous la retournez, vous avez une action. Et à son tour, on va te demander de jouer une carte dans une des orientations pour dire...
à la fin du tour, moi je serai dans ce lieu-là. Mais j'aurais très bien pu commencer par dire, à la fin de mon tour, je fais péter le lieu adjacent. Et on va faire un tour de table comme ça où les joueurs dévoilent soit l'action qu'ils vont réaliser, soit le lieu dans lequel ils vont se trouver. Et ensuite, on revient dans le contresens, jouer sa seconde carte, et on valide les différentes actions qui ont été réalisées. Les lieux disparaissent au fur et à mesure de la partie, et à la fin, une fois que nos actions ont été réalisées, à la fin d'un tour, on va regarder si l'alien, dans quelle case il se trouve, en tirant une carte du jeu. Si vous êtes seul avec l'alien, il vous bouffe. Bye bye. Et si vous êtes plusieurs, il y a une notion d'initiative sur les cartes. C'est celui qui a la plus petite valeur sur la carte lieu. On imagine qu'on a joué exactement le même lieu. On va voir lequel de nous deux il bouffe, lequel est ça a le l'air plus très rigolo. appétant. La proposition, en tout cas, me fait vraiment envie. J'ai envie de me lancer dans une partie. J'aime bien le thème et je vois bien l'ambiance. Là, on est sur le penchant jeu d'ambiance, plutôt. Ouais. Oui. Mais ça a l'air très très marrant. Moi, j'ai envie de raconter mon expérience sur ce jeu-là. Je le reçois quelques jours avant de partir en séminaire pour former les équipes, donc je m'attelle à lire les règles, je maîtrise. Je m'attelle, ça fait marque de jeu quand même. Je m'attelle. Je M'. Ah. Attelle. Et je le fais jouer, parce que j'ai toujours besoin de lire que des règles, on vit pas ce qu'il y a à vivre. Et la partie se passe pas très bien, et j'angoisse un peu de faire vivre les bonnes choses. Au séminaire, je lis ce qu'en disent les différents forums, et je vois que les Américains disent beaucoup, il faut que tu racontes une fois que ta carte lieu et ta carte action ont été jouées, il faut que tu fasses vivre ce personnage-là avec une petite phrase pour dire « je dévisse le ventilateur ». Et c'est comme ça, quand je le retransmets aux équipes commerciales, que je le leur retransmets. Ils ont joué à ça en boucle toute la soirée. Je suis allé me coucher à un moment donné, j'étais à la chambre à côté du salon, j'ai pas pu dormir tellement ils jouaient à ça en boucle. Ah bah écoute, ça nous crée des envies là, vraiment. C'est dommage que tu l'aies pas, on y jouerait dans le train. Non, mais c'est plutôt en plus gros groupe là, ouais, ça se joue pas mal. Et on a Bob Danu sur le chat qui nous envoie les liens vers les pages où il a noté quand on en a parlé, parce que lui il indexe tout ce qu'on fait en émission et il note, tu vois, la vidéo qui correspond. Wikipédia. Ce jeu est une tuerie, on en a parlé à Cannes. Quand on a reçu Lucky Duck Games, on a évoqué ce jeu, c'est du gros boulot pour indexer toutes les vidéos de Cannes, il y avait vraiment beaucoup de trucs. Il y avait Guillaume et il y avait qui? Undaunted Normandie, donc Inflexible, on en a parlé avec Aline dans les jeux sur la Saint-Valentin, ça m'étonne. On a parlé de ça dans cette émission, je ne me rappelais pas de ça. Et puis la version Callisto, on en a parlé plusieurs fois dans les actus ludiques, forcément quand on annonce des jeux qui vont paraître, mais également avec Jube et Jérôme qui sont amateurs de ce genre de jeu. Bien entendu, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné avec eux deux, Jube et Jérôme. C'est prévu mardi, normalement. On a une vidéo qu'on fait ensemble mercredi, sur le prochain jeu de Monolith, qui sera en financement participatif. Chouette. Tu as déjà joué? Bah non. Jube l'a reçu là, il enchaîne les parties. Il prépare l'émission à fond et moi je serai un peu le candide qui sera là. C'est très confortable pour moi de pouvoir me mettre tranquillement autour de la table. Il a tout préparé, c'est un bonheur. On continue avec Ritual, le magasin. Donc là vous allez acheter du parfum, des trucs comme ça, c'est agréable. Il y a un magasin qui s'appelle Ritual. Rituals, non? Alors là, moi et le branding. Je ne sais pas trop ce qu'ils vendent de Rituals en plus. Et là, la boîte de jeu que moi je vous montre, si vous la voyez à un moment donné... C'est pas la même que celle qu'on vous montre à l'image, qui est celle définitive. Là, ce qu'on vous montre ici, pouf, en vue du dessus, c'est la boîte de jeu telle qu'on l'a connue dans sa version allemande, qui a beaucoup fait parler, puisque après Essen de l'année dernière, pas mal de gens sont revenus en disant « Oh, Ritual, ça c'est le jeu du salon, il faut absolument qu'on ne le perde pas de vue ». Quel éditeur va le faire? Forcément, l'éditeur va le faire. On ne sait pas qui ce sera parce qu'il va y avoir compétition et l'éditeur qui le fait en version française, c'est Paladis Game. Oui, et même à Essen, oui, on croisait Jocelyn dans les allées. Alors c'est toi. Parce qu'il avait fait grand bruit avant, puisqu'il avait été sur la liste de recommandations du Kennerspiel l'année dernière. Oui. Et donc, Ritual, c'est un jeu. S'il faut faire les grandes lignes, mais je sais ce qui va se passer dans votre esprit. C'est un jeu coopératif à communication limitée et limité aussi dans le temps, puisqu'on aura un chronomètre. Qui validera le temps qu'on a pour réaliser les rituels. Non, ce n'est pas un jeu stressant. Et c'est vraiment pour moi la force du jeu. Quand j'ai eu ce moment d'épiphanie de comprendre ce qui rendait le jeu si attachant, c'est souvent dans les jeux de cette typologie-là, on a peur de faire échouer le groupe et il faut aller vite et on se trompe. Et là, il y a cette passation de totem.
Et ça rend le jeu presque chamanique parce que c'est silencieux. On se passe le totem et à la fin, il y a un rythme qui se met en place. Ouais. Alors attention, l'explication va vous sembler complexe, mais elle ne l'est pas tant. Il faut vous imaginer qu'on joue en 3 manches. Toi aussi, tu es patente. Oh. Il y a plein de scénarios à réaliser. On va prendre le premier. Et le jeu va se jouer en 3 manches. À la première manche, il va falloir que vous réalisiez un objectif. Seul le joueur qui aura pris le rituel saura lequel il est, mais il va s'arranger pour que le groupe le comprenne. On imagine qu'à la première manche, on a validé cet objectif-là. C'est très bien, on a le droit de passer à la seconde manche. On relance le timer. On va devoir valider cette fois-ci 2 objectifs. Et à la 3e manche, on va devoir en valider 3. Non, les manches ne sont pas plus difficiles parce que si ces 3 objectifs-là sont validés, on sait forcément que ça sera ces 3-là. Oui, c'est très astucieux comme système. Ouais. Et maintenant... Juste 3 manches, hein, comme un pull de sorcière siamoise. J'en peux plus. Et son cerveau, ça va à une vitesse puissance 1000. Et comment on va avoir le droit de piocher ce rituel-là? Je vous disais que seul un joueur se saisira d'un rituel. On aura devant nous des cartes, le nom va pas me revenir, intuition. Voilà, ces cartes-là, qui seront cachées des autres joueurs, c'est un objectif qu'on essaye de valider pour éveiller le chaman. Et il faudra, si vous y jouez à 6, que seulement 3 chamans s'éveillent pour avoir le droit de valider le rituel. Comment on essaye de valider ces combinaisons de pierres? On a tous commencé avec 4 pierres à son tour. Quand on a le totem devant soi, on peut réaliser une des actions suivantes. On peut prendre une pierre au joueur à sa gauche. Et juste à sa gauche. On ne la lui vole pas. On se rappelle, c'est un jeu coopératif. Je peux offrir une pierre à n'importe quel autre joueur. Je peux le mettre sur un petit autel qui est devant moi, une pierre. Et toi, tu pourras à ton tour prendre la pierre qui est devant mon autel et l'inverser avec une pierre de la réserve. Oui, parce qu'on essaie de faire les objectifs, et là, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes en fonction du moment où on joue. Et quand on l'explique comme ça, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas trop. Oui, ok, on peut faire plein de trucs avec les pierres, d'accord, mais on retient surtout ce côté coopératif. On essaye de faire les objectifs ensemble, on essaye de faire ses objectifs à soi, mais malgré tout, de temps en temps, il faut lâcher. Il faut se dire, ok, le mien, je vais jamais réussir à le faire là tout de suite, en tout cas pas maintenant, je lâche, c'est bon, je vais plutôt aider les autres. Et ça, c'est déjà une coopération qui est originale en soi. Ce côté, je me concentre sur ce qui est en train de se passer et vraiment, je m'adapte à ce qui se passe autour de la table. Il y a vraiment, je sais qu'on le dit sur plein de jeux, mais la première partie est très difficile pour les joueurs, pas parce qu'il y a toute une pelletée d'actions, mais parce que dans la plupart des jeux coopératifs, on a tous quelque chose à valider. Là, c'est vraiment... En fait, il y a une économie fermée de pierres. Il y a 4 pierres par joueur et il n'y en aura pas plus sur la partie. Alors qu'on vous demande parfois d'en accumuler 5 ou 6. Il va falloir que des joueurs se sacrifient. Et il y a des joueurs sur la première partie qui le vivent mal quand on leur prenne leurs pierres, qu'ils n'en aient plus à disposition. Qui veulent gagner, qui ont l'impression qu'ils seront... Alors que non, parfois c'est en te sacrifiant que tu fais le meilleur move. C'est comme dans un club de foot. Hein. C'est pas le joueur qui marque le but qui est toujours le plus à récompenser. Hein. Ça se sait. Ben voilà, la passe décisive. C'est un jeu de passe décisive. Je sais pas si je l'ai bien rendu en disant ça. Non, mais... Parce que les gens qui détestent le foot. Je déteste le foot et j'ai compris. C'est vrai que c'est ça, quelque part. C'est la passe décisive, à savoir laisser faire briller un joueur, parce que de toute façon, c'est lui qui en est le plus proche. Et avec les pierres, ça brille bien. Voilà, c'était PassDef, le jeu qui sera publié par Paladis Game pour fin juillet, c'est ça qu'on a dit? Oui, juillet, début août, une période par là. On a hâte de pouvoir vous en reparler. Une belle année là qui nous prépare, hein, Paladis Game. L'année dernière, c'était plutôt des petits jeux, si je me souviens bien. On a eu le fameux Kitsugi, c'est ça? Kintsugi, Blots, et là on a des plus grosses boîtes et avec des jeux vraiment originaux par leur mécanique. On en a parlé sur All Star Draft, c'est le cas également de Ritual, et j'ai hâte de me promener dans les bois avec eux également. Oui, tu as joué à promener dans les bois, c'est fabuleux, c'est drôle. On continue. Joss, que je l'aime beaucoup. Plutôt août, nous dit Joss, pour la sortie de Ritual. On dit ce qu'on dit ritual du coup ou ritual? Moi je vais dire ritual. Hein. Moi je dis ritual aussi. Bah, c'est pas rituel. Non, donc moi je dis ritual. Non, mais ça serait en français, ce serait rituel que ça s'appellerait. Donc rituel. Voilà. On continue, il est 9h20 et nous, on a des trucs à préparer après, donc on accélère. Ah oui, je suis lente, je suis désolé. On est passionné et passionnant du coup. Hein. Vous êtes accrochés à nos lèvres, telle la bière à son alcoolique. Hop, on continue avec Sleeping Gods. Primeval, je sais pas comment on dit.
Peril. Primal Ça, c'est Peril. intéressant. Bon, là, on peut aller Donc, vite. toute petite boîte pour Oui. continuer les aventures de... C'est une extension de Sleeping Gods. Non, c'est un standalone. C'est un standalone de... Non, en fait, l'idée de ce jeu-là, c'est il y a des joueurs qui avaient envie de savoir si Sleeping Gods était fait pour eux. Le prix était un élément voilà, qui les faisait hésiter. C'est une version ramassée de Sleeping Gods. Oui. Je suis pas sûr que si tu fait la totalité de la campagne et que tu te sois éclaté, joue à Distant Skies. Oui. Si tu n'as pas osé franchir le pas de Sleeping Gods, lance-toi dans Primal Peril, ça te dira si l'univers de Ryan Locat est fait pour toi. Voilà, toute petite boîte. Je l'avais et puis ils en ont eu besoin, le Québec Games, donc je leur ai rendu malheureusement. Donc j'ai pas pu me lancer dans cette toute petite version. C'est vrai que c'était à toi que je l'ai rendu. Mais en faisant un peu la tête, hein. T'as vu la tête quand je t'ai donné la boîte? La tête que j'avais à ce moment-là, c'est une toute petite boîte. Oui, tu m'as boudé pendant 2 mois. 2 mois, on ne s'est pas adressé la parole. La version ramassée, comme l'alcoolique et sa bière après l'avoir bu. Guerre éclair, on continue le 29 août. Et donc là, on est pareil, de toute façon, j'ai pas la boîte et c'est inexplicable en direct comme ça. C'est un wargame de chez Nets Publishing, c'est le 3e de la gamme Ration et Combat. Oui. Vous avez peut-être vu passer 300 ou Port Arthur. Et un camp des petites boîtes, ouais. Très très condensé ces petites boîtes. Et qui se jouait tout seul, je crois, pour Arthur, non? C'était pas ça? Je crois qu'il y a un mode solo sur Port Arthur, mais c'est surtout un jeu de duel. Oui. Et là, il y a un camp qui joue les alliés, qui essaye. Le joueur allemand, il a 3 petites cabanes, mais il va sortir des gros tanks de derrière ses paravents, pas des cabanes. Le but du joueur allié, c'est d'arriver à traverser et d'arriver à pénétrer dans une des bases allemandes. Et le joueur allemand, il y a un côté rigolo où il y a plusieurs objectifs dans la partie. Il y en a un qui est face visible au-dessus du plateau. Il y en a un qui est face cachée. Et il va essayer de réaliser un de ces 2 objectifs, soit d'atteindre les ports, soit d'atteindre Paris, soit d'occuper tous les Pays-Bas. Après, voilà, ça se joue avec une mécanique de cartes, des dés, du combat, de la retraite. De la retraite. Un retrait lors d'un combat. Moi j'aime bien ce genre de jeu, c'est vraiment un type de jeu qui me plaît particulièrement et je me vois bien organiser une soirée jeu Nuts Publishing justement, puisqu'ils en ont pas mal qui rentrent dans cette catégorie. Fin août, on aura, donc en août, pardon, vous aurez Final Fantasy Mogul Bounty Snipers Mayhem. Un mot s'est glissé dans le titre. Snipers, j'ai dit, attention. Alors, Moogle Bounty Mayhem, c'est un jeu dans l'univers de Final Fantasy qui reprend juste les Mogs de Final Fantasy, tu sais, ces petites créatures avec des têtes rigolotes que tu voyais dans la fête foraine de Final Fantasy VII. Oui. Le seul Final Fantasy que j'ai fait en long, en large et en travers. C'est un jeu de Seiji Kanai. Ah, donc c'est un auteur qu'on connaît bien, Seiji Kanai, effectivement. Et alors, je n'avais pas joué, j'ai juste lu les règles qui sont très courtes. Ça a l'air d'être un bestiole en guerre. En multijoueur. L'idée, c'est qu'il y a un boss au centre de la table. En multijoueur, parce que Bestial en guerre, c'est 2 joueurs uniquement. Oui. Et il y a des monstres entre les joueurs. Et à ton tour de jeu, tu joues un Mog de ta main, soit face visible, soit face cachée, soit sur le monstre au centre, soit sur un de tes 2 monstres adjacents. Et tu réalises l'action de la carte si elle est face visible et qu'elle a un effet face visible. Et les effets vont te permettre de déplacer des cartes, de révéler d'autres cartes. Voilà. Moi, on me dit peu de cartes à effet, Seiji Kanai, je suis intrigué, mais je n'y ai pas joué. Voilà. On a des mouches qui nous rendent visite. Voilà, ok, Moogle, on va pouvoir le découvrir. J'ai lancé des assistants. J'ai plein de gens qui regardent l'émission discrètement, sans que personne s'en rende compte. État d'âme. Cette fois-ci, c'est chez Ori Games. On commence à entendre parler de ce jeu. Très original aussi par sa thématique, par sa couverture également. La théorie des 4 humeurs. Je ne connais pas cette théorie. Quand ils s'amusaient à se saigner et qu'ils pensaient qu'ils étaient gérés par les humeurs et que les femmes c'était que des hystériques. C'est faux. Alors c'est difficile à expliquer la mécanique et comme on n'a pas trop le temps, on va pas rentrer dans le détail. Mais il faut vous imaginer que vous avez un sac avec plein de jetons qui correspondent aux 4 différentes humeurs devant vous. Vous en avez qu'un certain nombre dans votre main et à votre tour de jeu, vous allez poser. Le matériel est magnifique. Si j'avais pu le garder, j'aurais rêvé de te le montrer. Ah oui, j'aurais bien aimé le voir, effectivement. Tu vas jouer. Oui, tu m'avais dit que tu venais avec, là, tu m'as menti. Il a fallu que je le rende de manière imprévue. Je suis désolé. Sur des scénettes, il y a un certain nombre de scénettes qui ont été tirées. Tu vas jouer ton
jetons face cachée, c'est un jeu où on blablate beaucoup à dire j'ai joué une colère, j'ai joué de l'amour. Et une fois qu'un certain nombre de scénettes sont complètes, on va révéler les jetons qui sont dessus. Et en fonction du nombre de jetons de tous les joueurs, il va se passer différentes choses. S'il n'y a qu'un jeton colère, c'est lui qui l'emporte et il va pouvoir reporter son jeton sur la map centrale. Si il n'y a pas de jetons colère ou s'il y en a 2, on passe à la ligne de résolution suivante. Il faudra qu'il y ait au moins 2 fois les amours pour que ce soit tous les amours qui gagnent. Si cette ligne n'est pas complète, on va regarder la ligne suivante, etc. Et il n'y a que 4 lignes à réaliser, donc vous devriez comprendre l'intention de blablater et de raconter ce qu'on joue alors qu'on le joue face cachée et qu'on est très probablement en train de mentir. Pourquoi on pose des potions au centre de la map ? C'est pour... il y a des objectifs qui ont été tirés, il y en a plein de ces objectifs-là. Essayez de réaliser des objectifs. Ça, c'est assez classique. Ce qui est moins, c'est la finalité du jeu. Il faut être le premier à poser tous ces jetons étoiles quand on valide des objectifs. Voilà pour état d'âme. Bravo à Mélodie pour sa blague. Hein. J'y jouerai à ce jeu avec mon pote Eric. Tu l'as, la blague ? Attention, elle est un peu alambiquée. Il faut réussir à la... Eric Clapton, Eric Lang... Non, je l'ai pas. Je cherche la chanson qui correspond à ça. États d'Amérique. Les États d'Amérique. Ah, bravo. Meilleure blague de cette matinée. Oui, mais il a fallu... C'est dans quelle chanson qu'il y a les États d'Amérique ? Comme dans les États d'Amérique. On m'en a parlé tout récemment de cette chanson et les gens ont été contris que je ne la connaisse pas. Monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Et je sais même plus qui m'en a parlé. Moi et ma mémoire. Les États d'Amérique. Ok, hop. On continue avec Galactic Cruise. On en a parlé hier, ça sort en septembre. On va construire des vaisseaux spatiaux et on a fait une vidéo. Alors vous n'avez pas encore la vidéo, mais vous avez celle qu'on a enregistrée avec Charles Amir qu'on ne voit pas. Il est très très bien caché sur cette vignette. Il est incognito. C'est injuste ça. Mais il n'y peut rien, moi je sais pas. Tiens, en vrai, si, je sais où ils mettent en général leur petit logo YouTube. Mais tu l'as pas sur YouTube, ça, ce logo YouTube. Tu l'as quand tu n'es pas sur YouTube. C'est là que sur YouTube. Galactic Cruise, donc c'est un jeu expert. On va pas s'attarder énormément dessus parce qu'on en a déjà parlé hier, mais jeu expert dans lequel... Ah, c'est mes photos que j'ai fait moi, ça. Nous allons construire... C'est toi qui as fait ces photos-là, elles sont hideuses. T'es méchant. Oui, mais tu aimes ça. Oui. Petite pause d'ouvrier, effectivement, gestion, on va essayer d'avoir, là c'est les ressources qu'on va essayer d'augmenter au cours de la partie. Pourquoi on augmente des ressources ? Pour construire un vaisseau spatial. Pourquoi on construit un vaisseau spatial ? Pour emmener des voyageurs dans l'espace, là c'est votre capitaine, et là ce sont des touristes fortunés, des Elon Musk et d'autres personnalités de la chanson américaine qui vont avoir la chance de partir faire des boucles, visiter des planètes inconnues, découvrir des parcs d'attractions futuristes. Voilà pour l'objectif de ce jeu. Et c'est de la gestion, mais de la gestion avec des engrenages de réflexion à l'intérieur. C'est pas du Vital Lacerda, parce que je vous ai déjà dit, moi je suis pas très client de Vital Lacerda. Là, ça m'a paru assez facile. Et malgré tout, on retrouve des mécaniques qui nous font penser à ces jeux assez experts. Ça nous fait aussi penser aux illustrations de Ian O'Toole, un graphisme très efficace avec une iconographie particulièrement lisible. J'ai trouvé ça très chouette. On n'a pas fini la partie, nous, pour la vidéo, et j'ai bien envie de me faire une partie complète. Mais il nous a pas laissé la boîte. Oui, voilà, ça c'est Charles Amir. Mais ça arrive bientôt. Ouais. Il va en avoir une bientôt. J'ai hâte de pouvoir y rejouer. Alors le matos est chouette. Hein. C'est des jeux pour joueurs un peu experts qui ont envie aussi parfois d'avoir des objets de collection dans leur ludothèque. Et là, ça rentre tout à fait dans cette catégorie-là. J'espère que je suis pas... J'ai peur de vos avis sur cette vidéo. Je me suis senti molle sur cette vidéo. Oh là là, mais non, arrête. Je te mettrai, si tu veux, j'accélérerai quand tu parles. Ah oui, tu me mets un petit 103, 104%. J'aurais l'air plus dynamique. C'était super. Non, j'avais vraiment bien aimé, moi. Et alors, on a tourné après tout le trajet. Hein. C'est ça aussi qui est parfois pas très très malin. C'est quand on arrive à 15h qu'on a fait une journée de trajet. Est-ce que c'est le bon moment pour tourner ? Non, forcément pas. Mais en même temps, moi, il y a aussi le côté sur les jeux experts. J'ai toujours besoin du livret de règles à côté de moi pour me réconforter. Alors que Charles, il a joué une fois, il n'a pas eu du tout ce besoin-là. Est-ce qu'on peut abandonner Elon sur une planète éloignée et hostile ? Mais oui, vous faites ce que vous voulez. On peut pas abandonner ses clients dans Galactic Cruise. Yokohama Duel, il est là, juste à côté. Là aussi, on a fait une vidéo. Et là aussi, vous pouvez la découvrir parce qu'elle est disponible. Alors pour l'instant, uniquement pour nos tipeurs, puisqu'on l'a mis en ligne. Je m'étais planté, j'avais mis sur Tipeee, en fait, le menu est particulièrement mal fichu. Quand tu veux définir...
En fait, l'abonnement pour avoir accès à Tipeee, c'est 5 € minimum Oui. sur la chaîne. Il faut que ça soit un abonnement mensuel parce que moi je fais que des abonnements. Okay. Peu importe. Et de ce fait, je m'étais un petit peu planté. J'avais pas vu que je pouvais sélectionner. Il fallait que je sélectionne tous les types d'abonnements différents. Il y a plusieurs niveaux sur notre abonnement Tipeee pour qu'ils y aient tous accès. Là, j'ai changé. J'ai dit tous ceux qu'on donnait au minimum 5 €, point. Wow. Et donc, normalement, vous y avez accès à cette vidéo de Yokohama Duel qu'on a tournée avec Pénélope. On vous explique le jeu. Vous pouvez le découvrir. Et j'attends de savoir quand on va la diffuser. Mais ça, c'est l'éditeur qui décide. En tout cas, les abonnés, eux, peuvent déjà la découvrir. Elle a déjà été validée par l'éditeur. On attend de la découvrir. Pour le grand public, je la remettrai en ligne un peu plus tard. Plus proche de la sortie, c'est pour l'automne. Oui. Pour septembre, je crois. Si et c'est un super jeu. C'est vraiment génial. Je ne dis pas ça parce qu'on a fait une vidéo. Là, on n'est pas dans un format sponsorisé ce matin. Et c'est vraiment... Yokohama, c'est déjà un très chouette jeu. Et moi, j'aime beaucoup la version duel. Ce qui est très impressionnant, c'est à quel point... tout le matos, quasiment de la version de base en fait, parce qu'on a l'impression d'avoir la version de base, tient dans cette toute petite boîte de Yokohama Duel. Vous avez un vrai gros jeu qui prend tout l'espace sur la table avec une vraie réflexion. Forcément, on ne va pas y jouer à 3 ou 4 comme c'est le cas du jeu de base où vous avez un peu plus de matos parce qu'il y a un peu plus de joueurs. Mais franchement, c'est pas une version rabais. C'est drôle que tu dis ça. Moi, je l'ai fait jouer à Marie la semaine dernière pour les présentations aux boutiques. Ouais. Et j'ai aimé voir ce que j'ai vu dans les yeux de Marie. C'est, oui, la mécanique est sympa, je prends des ressources, je valide des commandes. Et je savais exactement ce qui allait se passer dans ses yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que, voilà, elle était dans un jeu de petite marchande jusqu'à la fin de la 3e manche où ça a commencé à se tendre et tu commences à récupérer les agents étrangers et tu commences à comboter très fort. Donc ça, c'est toujours plaisant de le regarder. L'idée, c'est que c'est un placement d'ouvriers. Moi, je le décris comme ça, avec des cartes. Oui. On va placer ces cartes et une fois, en dehors de 2 lieux, une fois qu'un joueur s'est placé là, lui ne peut plus s'y remettre et vous non plus, évidemment. Et on calcule l'influence qu'on a dans ce lieu-là. Il y a des cartes qui vont nous permettre de rajouter de l'influence. Si vous avez construit des bâtiments, vous augmentez votre influence. On va donner un exemple. Si je suis à 3 sur la case de thé en influence, je vais récupérer 2 feuilles de thé. Voilà, c'est tout simple comme ça. Voilà, vos petits ouvriers, vous voyez, ils ont des numéros. Là, on voit ma souris, tu vois, dans cet espace-là, c'est bizarre. Ils ont des petits numéros dessus. Et au départ, vous avez des numéros 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ouais. 1, 2, 3, 4. Et ils ont plus ou moins de force. On garde son 4 pour les grosses zones qu'on a envie de faire. On utilise les plus petits numéros et on peut faire progresser ces ouvriers, les améliorer au fur et à mesure de la partie. On nous demande combien de temps prend une partie. Comme on joue à 2, c'est assez court, mais c'est quand même un jeu dans lequel il va y avoir ces fameuses durées variables en fonction du type de joueurs avec lesquels vous allez jouer. Si vos joueurs sont rapides, dynamiques, réveillés, intelligents, animateurs d'un monde de jeu, ça ira bien. Si par contre c'est des joueurs un peu lents, toulousains... ne joue pas une joueur lente. Non, mais pas du tout. Ça peut prendre du temps parce qu'il peut y avoir du temps de... Comment on appelle ça, tu sais, de... Oui, sur les derniers tours sont cruciaux. Donc les derniers tours, quand même, tu les réfléchis très fort. Tu t'es construit sur les premiers tours, peut-être à l'instinct, mais les derniers tours sont vraiment cruciaux. Et moi, noté 45 minutes sur la pointe. Ce que j'aime dans ce placement d'ouvrier, c'est que si tu veux absolument un lieu et que tu y vas au premier tour, il y a un twist dans le jeu, c'est que tu dois jouer tes ouvriers par ordre croissant. Donc si tu te précipites sur le lieu, tu vas jouer ton ouvrier 1 et tu vas pas récupérer beaucoup de force d'action sur ce lieu-là. Mais par contre, ton 4 qui est tout à la fin de ton paquet, il est probable que tous les emplacements du plateau sont fortement occupés. Voilà. On enchaîne parce que tu nous as ramené, c'est le record du monde du nombre de jeux que tu nous as ramené dans cette émission. Allez, c'est le dernier que je ramène. Good Fortune. Alors lui, j'ai pas de date précise, c'est la petite exception parce que c'est un peu un reveal qu'on vous fait. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qui a illustré ça aussi magnifiquement? C'est Pauline Détraz. Ah bah voilà. Pas très étonnant. Pauline Détraz, moi je dis, parce que ce qu'on prononce le Z ou pas, je ne sais jamais, du coup je suis perdu. C'est l'une des 2 prononciations, on ne sait plus quelle est la bonne. Good Fortune, c'est un tout petit jeu avec des cartes magnifique. Là, tu as la version, c'est les tuiles, prototype. C'est la version très prototypale juste devant nous qui ne correspond absolument pas au matériel que vous aurez au final, puisque là, ça a été, on voit que ce sont des clip art qui ont été utilisés pour montrer les différentes formes. Et là, je vous remonte le matos. Regardez les cartes, ce à quoi ça va ressembler, ces éléphants, ces fers à cheval qui sont vraiment très très chouettes. Là, on a envie de sortir le jeu et de poser les tuiles donc sur la table. Et voilà, et ce jeu à 2, malgré sa thématique sur la chance, c'est un jeu à 2 ultra
ultra brainy. Je n'ai jamais vu personne qui le jouait de manière détachée. Ah oui, il faut réfléchir. Hein. Ouais. Comment ça va se jouer, on a en mode vraiment très très rapide. Ah non, la première chose que j'aime raconter sur ce jeu-là, c'est un jeu de Jean-Louis Roubira qui n'a pas fait grand-chose depuis. Bon, il a fait Fabula quand même. Oui, hein. oui. Mais voilà, qui n'a pas été très. C'est pas Fabula son jeu le plus connu. Je cite exprès un jeu qui n'est pas trop connu. C'est l'auteur de Dixit, mesdames et messieurs. Et qui n'a pas fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas discuté avec lui, et puis on a le droit d'avoir une vie privée, qui n'a pas fait beaucoup de jeux dans sa vie d'auteur de jeux. Parce que c'est pas un auteur de jeux à l'origine, c'est un psychologue, je crois, et qui donc à Dixit, c'est aussi un jeu qu'il a créé pour un usage personnel, qui a vraiment professionnel exactement, et qui a connu un petit succès en boutique. Un petit succès. Et donc il a fait ce jeu-là qui est vraiment brillant. Mais attention, vous allez y réfléchir, vous allez vous prendre au jeu et y réfléchir très fort. C'est presque c'est un jeu à information ouverte. L'idée c'est qu'on a des tuiles devant nous et quand on est le joueur qui a ce jeton de ce côté-là, on est donc je suis le premier joueur. Je choisis une des tuiles parmi celles qui sont visibles devant moi. Hop, j'en joue une. Je joue celle-là, mon adversaire fait de même, mais j'ai été le premier joueur pour le choix de la tuile. Qui va commencer cette manche-là? C'est celui qui a la tuile de plus petite valeur parce que le jeton est de ce côté-là. Alors, j'ai pas joué cette tuile-là. Par exemple, tu as joué celle-ci. Moi, j'ai joué. Je vais réfléchir toute ma vie. Celle-ci. Et. C'est la plus petite valeur qui commence. Donc, c'est toi qui rentres en jeu. Non, c'est pas le bon choix, celle-ci, pour faire l'exemple. Enfin, c'est pas grave. Donc, je rentre en jeu, je vais poser ça, je vais pousser, je vais récupérer la tuile de l'autre côté. Et toi, tu vas pouvoir jouer. Mais en fonction de ce que j'ai joué, je pourrais te poser problème. Ça aurait été l'inverse, tu vois, les numéros. Ça aurait été comme ceci. Ça aurait été toi qui avais le 7 et moi qui ai le numéro 11. Tu aurais joué en premier. Non, ça m'aurait pas gêné. Ça m'aurait pas gêné non plus, mais bon. Je sais pas d'exemple où ça gêne. Pour vous montrer qu'on ne peut pas animer et expliquer le jeu en même temps. Si tu joues ça en premier, pouf, tu pousses ça. Et moi, quand je joue... parce que je vais pas tout expliquer, pardon. Mais on doit poser une tuile qui a un élément en commun avec le côté où on la pose. Donc là, le fer à cheval était en commun avec ce côté-là, j'ai pu la poser, mais le joueur suivant qui avait celle-ci, là, non, il n'y a plus rien en commun, Ah, zut, je me suis fait avoir. Donc de ce fait, j'ai très très mal expliqué le jeu, je suis désolé, c'était un peu dans le désordre, mais dans le choix de votre tuile et dans le choix de votre numéro, vous avez plusieurs dilemmes qui s'imbriquent, auxquels il faut réfléchir pour réussir à essayer de bloquer son adversaire peut-être, et en même temps prendre en compte le système de scoring à la fin qui est assez original puisque vous allez essayer d'avoir des symboles identiques, grosso modo. Des symboles identiques multipliés par le nombre de dés qu'il y a au centre de la table, mais vous avez peut-être pas tout compris, non, et c'est pas grave, c'était de vous créer des envies et surtout de vous dire, tout est visible. Vous pouvez anticiper les 9 tours de jeu si vous le voulez, mais bon courage pour ça. J'ai bug, c'est très très mal expliqué, mais ce que j'essaie d'expliquer quand je vous montre un jeu, parce que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre les mécaniques que les gens expliquent, tu sais, en vidéo comme ça à l'oral et encore plus en mode podcast, comme beaucoup écoutent ces vidéos aussi. Ce qui est important, c'est les sensations, c'est ce fameux dilemme qui se pose en permanence en disant oui, j'essaie de bloquer l'adversaire, mais en même temps j'essaie de me faire plaisir en ayant mon petit tableau, et c'est juste, on va jouer quelques tuiles, on va pas avoir énormément d'éléments à la fin du jeu, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pour 2 joueurs, et puis c'est beau, c'est ça aussi qu'il faut retenir, ça va être super joli. Et si tu demandes pourquoi il y a plein de jetons, parce que ça je te l'ai pas dit. Non, tu me l'as pas dit. C'est qu'il va y avoir pas une notion de rareté, mais il devrait y avoir plusieurs boîtes avec des jetons de types différents. Et donc la surprise du jeton que tu auras à l'intérieur. THX. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Tu voulais t'arrêter là, c'est ça? Moi, c'est bon. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on avait noté d'autres jeux? Oui, on va terminer par le petit jeu de la fin. Désolé, je suis long. Attention, on a été un petit peu plus long, mais il y avait beaucoup de jeux. Il en reste plein qui sont posés sur la table là derrière, parce qu'il y a plein d'autres jeux qui vont sortir chez Néoludis en fin d'année. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On te voit de toute façon, on se met des jeux. Oui, à évidemment. La fin août, donc on a fait la jonction jusqu'à fin août. Et là, vous savez qu'on termine souvent avec un petit jeu sur la fin de nos émissions. Et j'ai ressorti le jeu qui marche avec personne. Le petit jeu qui marche pas trop, où on pose pas de questions, on te demande de nous parler jeux de société, évidemment, parce que c'est une chaîne de jeux de société, mais pas en te proposant une personne avec qui jouer, un jeu, un lieu sur lequel ce jeu irait bien, comme on le fait souvent en matinale.
On va faire le jeu des couleurs. Je te donne une couleur et tu te débrouilles pour me trouver Un jeu un jeu Ok. qui va bien avec cette couleur. C'est part de Farben. s'accorde bien. T'avais joué, toi, avec à Farben? À Farben, oui, avec Ouais. les souvenirs, oui, Ouais, j'ai joué. on Ouais. trouvait ça génial et avec Ouais. Aline, on s'est dit, c'est trop bien comme système de Ouais, les jeu. joueurs s'y prennent. Première manche, ils jouent n'importe quoi Eh ben, et après, tu t'y Je te prends. donne juste une couleur. Ok. Et je sais pas si elle nous a dit que peut-être elle nous rejoignait pour ce jeu-là. Je sais pas si elle va nous rejoindre, vous verrez bien. Aline, si tu es dans le chat, tu peux te joindre à nous. Et Orange. On part Ou sinon, t'as avec une les couleurs, c'est neutre. parti. C'est bien orange. Le rouge. J'ai un rouge? Bah, là, c'est rouge pour moi. C'est rouge, hein. Non, c'est orange. C'est orange, tu vois, il est autour, dans l'habillage, autour de la vidéo. Et là, on voit que ce Oui, c'est rouge pas est le plus même rouge orange. que l'orange. Ah bah, tu te fiches de Non, moi c'est ou quoi? orange. Alors non, moi je pense orange, je pense à l'automne. Et le premier qui m'a sauté à la figure, un jeu sur l'automne, c'est Leaf, pour lequel j'ai pas un attachement particulier. Bon, mais il j'ai est pensé à vert, Leaf. Leaf. Oui, il est peut-être vert, mais tu m'as... Oui, on non, a dit mais qu'on oui. jouait plus Mais oui, thématique. non, mais j'ai t'embêté, hein, de toute façon, Ouais. j'aime bien t'embêter. Ah, il nous dit non, on n'a plus le temps là, vu de l'heure, vu Ok. qu'on doit partir en train juste derrière, elle ne se rajoute pas pour donner des couleurs, mais on refera le jeu des couleurs avec Aline lors d'une autre occasion. Alors, on est parti sur Leaf, un jeu, tu vas être 100% néoludiste, hein. Ah non, alors Corporate. c'est pas fait exprès. C'est un jeu Mais qui il est est publié possible, par le c'est Kid le Duck jeu Games, auquel j'y joue le effectivement, plus. Leaf. Tu joues En- beaucoup à Leaf? Non, Très original j'ai avec joué les- au moment de la sortie, pas mal pour le connaître. Moi j'aimais bien la etc. tentative, Oui. tu sais, avec les feuilles, feuilles qui pose sont de des tuiles avec tuiles, des mais qui formes. sont des formes. Ouais. On joue sur les formes, elles sont très différentes les unes des autres. Bah, évidemment, il y a Non, le côté mais sanguin qui ressort. La mélodie nous dit, je pense à l'auberge sanglante, évidemment. Mais c'est orange, c'est pas rouge. Non, c'est rouge, hein, évidemment. Avec ce rouge vif, forcément. Bosque, excellent choix. J'adore ce jeu-là sur l'automne. Bosque, c'est vraiment un jeu très sous-coté. J'ai jamais joué à Bosque. Faudrait que je demande à Franck Non, de mais nous c'est le ramener. orange, là. Pour moi, c'est presque l'orange de Philibert. Oui, non, là c'est rouge, là, faut pas déconner non plus. Tout le monde dit c'est rouge. Ouais, bah, je vois du orange. Super, bah bravo. On continue avec une autre couleur. Regardez comme elle est mauve. Non, c'est bleu. C'est bleu, on est C'est un d'accord. bleu ciel un Là, peu c'est foncé. bon. Alors bleu ciel, le ciel est bleu. C'est peut-être pas ce qu'on aura comme temps là. Le ciel est bleu. Ah, je Bleu vois un comme le ciel ciel. d'Italie. À quoi ça me fait Oh, penser? j'ai envie de penser à Amalfi. Voilà le cheminement que j'ai eu. Alors que c'est pas du tout la couleur de la boîte. Hein. Ouais, Je parce que pense ça à donne Amalfi. l'envie au voyage à Santorini hein, dans ce cas-là, avec Ah oui. les, tu vois, Ouais, ouais. les toits Les des toits de maisons bâtiments. bleues en dessous du ciel bleu de Santorini qui a le droit à une nouvelle version. Amalfi qui est un jeu distribué par Neolydis. Non, du tout. C'est il chez est Silex. il est chez Silex, donc chez Ouais, tu peux me faire Asmodée. une séance de psy après hein, ce jeu des couleurs. non, j'ai pensé à Mais Silex. c'est un gros jeu, donc on a tendance à dire ça doit être du Neolydis, mais pas du tout. Non, c'est Silex. Amalfi, tu joues à Amalfi? J'ai joué au moment de sa sortie, mais ça, C'est alambiqué, hein, ouais. c'est pas simple de tu rentrer me dedans. demanderais si ce serait pas un jeu qui serait resté dans ma ludothèque là maintenant. Merci Rachel de ne citer que des jeux que t'adores dans cette catégorie. Tu nous crées des envies là, c'est ouh. On enchaîne. Avec du violet qui est peut-être ta couleur préférée. Non, c'est pas ma couleur préférée. S'il te Et plaît, violet, c'est pour qu'est-ce que l'émission. ça m'évoque? C'est la couleur préférée de mon chéri. Le violet. Il adore violet. Ah, alors, je sais pas pourquoi, je pense à Targi. Je sais que la boîte, elle est bleu marine, mais c'est parce que j'ai pensé à mon chéri que je pense à Targi et à nos parties ensemble de Targi. Je te Alors, dis, tu peux me je faire une pense séance qu'il y de a, psy après je ça. pense qu'il y a un rapport parce que Targi, ce sont avec les fameuses Targia qui sont pas les femmes violettes. Il n'y a pas un truc comme ça J'ai qu'on pas dit par rapport à leurs vêtements, ces femmes du désert. Ouais, mais pour moi, elles sont plus bleu marine. Mais je me demande peut-être s'il n'y a qu'on pas un dit ça, truc, peut-être ok. je me trompe, hein, mais il me Ouais. semble qu'il y a quelque chose par rapport à cette couleur-là dans le jeu, effectivement, qui est génial, Targi. Ouais, c'est un jeu que j'adore, moi. Ouais. Et il aime beaucoup ton mari aussi. Oui, il aime beaucoup. Et à chaque fois, c'est marrant, les jeux que vous jouez beaucoup, plus vous y jouez, plus le temps de jeu se ramasse, parce que vous avez vos réflexes, vous connaissez les cartes par cœur, vous n'avez plus besoin de relire. Et Targi, à chaque fois que je m'y lance, je me dis, on va tenir les 30 minutes parce qu'on a envie de jouer vite. Et à chaque fois, on tire quelque part entre 45 minutes et 1 heure et on n'a jamais réduit le temps de jeu. Just pour suggérer Blot en violet, il est un peu déçu que tu ne le cites pas. Je suis désolé, Joss. On est en train de faire ma séance de psychothérapie. Là. Ouais. Alors, je devrais faire avec des formes. C'est Waouh, rigolo. jaune fluo, je Jaune, pense. alors là il pète ce jaune, là vraiment c'est... Et là des jeux jaunes comme ça qui flottent Pray à Another fond, Day. alors moi directement je pense à tout ce qui brille, à du Flip 7 par exemple, qu'est-ce qui te vient à l'esprit avec du Pray jaune? Another Day. Pray Another Day dans la version de base, Oui, la version là, originale, avec les là. couleurs qui déglinguent la rétine. Effectivement, oui, ces couleurs qui ne sont pas du tout dans la mécanique du jeu, mais qui sont aussi ce dont on se souvient
ce qu'on a envie de ressortir, et une raison pour laquelle ce jeu a tant marqué, c'est son illustration. Double, c'est une très bonne. Double, ça c'est du jaune qui pète aussi. Champions, ça c'est chez Repopod, je crois. Repos, ouais. Ouais. Endeavor eau profonde, exactement. Très joli jeu jaune. Est-ce qu'on aura le temps d'y jouer avant que tu t'en ailles? Est-ce qu'on se fait un Endeavor eau profonde? Quand tu veux ça. Je suis capable de me coucher très tard et d'être très fatigué pour faire un. Je suis d'accord, c'est prévu. On l'emmène pas dans le train par contre, mais je peux me trimballer ça sous le bras. Est-ce qu'on a fini avec les couleurs? Non, il nous reste le vert. C'est ma couleur préférée, ça, le vert. Le vert, c'est ta couleur préférée. Il y a tellement. Alors moi, j'avoue que pendant un moment, on râlait sur les thèmes, il y a trop de jeux de plantes et tout ça. Et j'avoue que j'adore ça, moi. J'aime bien, c'est un thème que j'aime beaucoup dans les jeux de société. Et toujours aujourd'hui, je me suis pas tellement lassé. À citer un jeu que j'aime beaucoup, mais je vois pas de jeu qui m'évoquerait le vert. Moi, mon jeu de plantes que je préfère, quel est le jeu? Alors il y en a pas mal chez Lucky Duck. C'est forêt mixte. Forêt mixte. Une forêt mixte. Ouais. Mon jeu de plantes préféré, oui, les gens vont penser à Verdante, mais tu me Oui, mais c'est pas le mieux, je trouve, de cette série-là. Moi, c'est forêt mixte. Le jeu de plantes que je préfère. Moi, j'aime pas trop tous ceux qui sont un peu abstraits, tu sais, avec les plantes qui poussent en réel, qui font de l'ombre, ce genre de choses. Ça, c'est pas ce que je préfère. Quel est mon jeu de plantes préféré? J'ai pas préparé cette question, je m'attendais pas à ce qu'on me la pose. Je te l'ai auto-posé. Mais j'aime bien la thématique. Je regarde si vous avez des jeux de plantes qui viennent. Friedman Freeze. Friedman Freeze, oui. Notamment son jeu avec le paresseux que j'aime bien, moi. Mon préféré de Friedman Freeze, c'est Fabulosa Fructus. C'est vrai qu'il est... Il est trop bien. J'ai fait la campagne. Il est un peu répétitif. T'as fait la totalité de la campagne? Non, souvent on a lâché avant la fin. Des gens qui vont vite. Qui vont vite, hein. Non, mais c'est vraiment très très original. Ce jeu de Friedman Freeze en partie. Je valide le choix de Quel est le meilleur? Wondrous Creatures, vous avez raison, Creatures. Joss, il joue qu'avec ses jeux à lui. C'est top. Narak, c'est pas vert. Narak, c'est tout. C'est toutes les couleurs. C'est une effusion de couleurs. Oui, la boîte est vert foncé quand même. Ah ouais, c'est vrai. On termine avec le noir, le désespoir. Noir, c'est noir. C'est la fin de cette émission. L'écran noir qui succède à une vidéo d'un monde de jeu. C'est encore un peu d'un monde de jeu qui se prolonge dans vos têtes jusqu'à une heure avancée de la nuit. Heredity, évidemment, c'est l'évidence. En noir, je te rejoins complètement là-dessus. Bah oui. Dans les boîtes sombres, j'ai pas trop de boîtes sombres dans ma ludothèque. Ou alors Tainted Grey qui est resté longtemps. Ou alors ce jeu qui avait été publié par Helvétique dans lequel tu mets, je sais plus le nom, je crois qu'il y a Five dans le titre, peut-être, Five, les 5 sens. Non, c'est pas ça. Ça me dit rien du tout. Dans lequel tu te bandes les yeux pour jouer. Une sorte de... Le jeu gigamique, là, comment il s'appelle? Je sais beaucoup trop comment il s'appelle, je me déteste. C'est un très bon choix. Mais c'est le premier auquel j'ai pensé. On est en train de faire ma séance de psy. Bah oui. C'est Heredity. On reste sur Heredity. C'est la fin de cette émission. On a fini ce jeu des couleurs qui est génial quand même. On s'est bien amusé. Oui. Il a mieux marché avec toi. District Noir, oui, très bon choix aussi. Piège obscur, très bon choix. Du café noir. Avant de partir à l'aventure, on vous retrouve à Strasbourg demain. Séance de dédicace entre 15h et 16h30. Je vous ferai des magnifiques dessins. Ramenez vos jeux. Venez, qu'on ne soit pas tout seul sous la pluie. On a envie d'avoir d'autres personnes avec nous pour nous accompagner sur cette séance de dédicace. J'ai hâte de vous y croiser de toute façon. On n'a pas trop prévu de programme. Nous, on va y aller les mains dans les poches et on espère croiser des gens. Il y a un incroyable proto à y jouer là. Arrêtez-nous dans les rues. Sautez-nous dessus. Sur Martin. Sautez sur Martin. On sera ravis de vous y croiser également. Et puis sinon, on se retrouve en vidéo cet après-midi avec Gatsby. Je vais le diffuser peut-être même... je sais pas exactement quand je le diffuse, mais oui, peut-être le vendredi, c'est mieux de diffuser à 11h, hein, parce que comme les gens après, à l'après-midi, ils partent plus tôt. Voilà, une petite vidéo pour accompagner leur fin de journée de travail, de semaine de travail. On vous retrouve la semaine prochaine en matinale. Tu seras là lundi avec nous, tu l'as fait la matinale culture. Si tu m'invites, culture pop, avec grand plaisir. Culture pop, je pourrais, BD, donne-moi des trucs à lire. Tout ça, bah oui, j'ai commencé. Et puis on vous souhaite à tous un bon week-end, tout simplement. À très bientôt.